dans les Ça y est, participants. Eugénie est Comment, désormais l'animateur. comment elle fait pour être déconnectée? Ah, ça y Ah est, elle bah, vient de... tu peux ne pas avoir. Je crois que c'est une option. Tu peux laisser entrer les gens. Ah ouais, sans y être. Mm. C'est moi, moins il y a de contrôle, mieux je me porte. Oui, t'as pas toujours dit ça, hein. C'est vrai. Mais c'est bien de l'entendre de ta bouche. Ah, bonjour à toutes, je suis contente de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous, d'ailleurs. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de participants qui sont présents. Ça, c'est chouette. Merci beaucoup d'être là. Merci pour votre engagement jusqu'au bout du bout du bout. C'est top. Merci, Charlène, j'ai vu. Je suis super contente de vous retrouver là. C'est le petit moment d'émotion. Hier soir, j'étais en train de me dire, oh, mais je peux pas mettre le guide à jour. Il n'y a plus de lien, il y a plus de vidéo, il n'y a plus de contenu pour demain. Mais bon, voilà, il faut bien que ça ait une fin parce que après, il faut concrétiser derrière, hein. Donc voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais dans tous les cas, voilà, en tous les cas, je suis vraiment contente d'avoir fait tout ce parcours avec vous parce que ça a été vraiment une semaine super riche et super intense. Donc voilà, c'est top d'avoir pu vivre ça tous ensemble. Je vois qu'il y a encore du monde qui arrive. Je pense que ça va arriver petit à petit. Euh, bon, dans tous les cas, voilà, je vais essayer d'être le plus, comment on dit, le plus alerte possible par rapport au chat. Si jamais vous voyez des messages que je ne vois pas, surtout, n'hésitez pas à m'interrompre. Je vais essayer d'avoir les yeux partout, mais c'est pas facile. Je Qu'est-ce m'occupe de ton chat si tu veux. Oh, et en plus, j'ai une assistante technique et un Ouais. amour. Merci beaucoup, Mais c'est Isa. un honneur d'être ton assistante, Eugénie. J'ai vraiment beaucoup de chance. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah oui, j'ai fait un petit message ce matin dans le groupe WhatsApp du sommet où il y a eu 50, je ne sais plus combien, 58 personnes inscrites. Il y a eu un peu plus de 200 inscrits en fait dans ce sommet et un peu plus d'une cinquantaine de personnes voilà, qui sont venues s'inscrire dans le groupe WhatsApp et avec qui il y a eu vraiment des beaux échanges toute la semaine. Donc ça, c'était très chouette. Euh, j'ai mis un message, je crois que c'était hier soir, pour faire un petit peu le point, de savoir ce que le message avait apporté finalement, les déclics qu'il y avait eu sur voilà, les dernières vidéos, puis les vidéos d'avant, les prises de conscience, les changements de regard, etc. J'ai pas eu de retour encore, donc je pense que très certainement les personnes attendent que le live de clôture voilà, soit passé. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, je voulais vous dire aussi par rapport aux vidéos. J'ai eu une conversation téléphonique en fait ce matin qui m'a fait prendre conscience que oui, il y avait effectivement des personnes qui avaient vraiment eu des problèmes euh, techniques de connexion parce que tout le monde n'est pas en métropole et même ceux qui sont en métropole ont rencontré, j'ai deux personnes notamment qui ont rencontré de véritables difficultés de connexion, pas du tout d'organisation, hein, je précise, c'est pas parce qu'elles n'ont pas eu le temps. Euh, Elles ont su trouver le petit bouton pour rafraîchir le document, etc. Ça venait vraiment pas de là. Du coup, ce matin, j'ai annoncé dans le groupe WhatsApp que je laissais les vidéos ouvertes jusqu'à dimanche après-midi. Donc, s'il vous plaît, ne vous précipitez pas pour regarder ce que vous n'avez pas pu voir. Continuez à y aller à votre rythme, d'accord? Oui, je sais, ça va encore être un moment où il va encore falloir choisir, mais voilà, je sais que c'est pas facile, mais voilà, surtout ne surconsommez pas parce que c'est pas l'objectif, c'est vraiment pas pour ça que je laisse les vidéos ouvertes. Je sais que ça va nourrir un bon nombre d'entre vous, mais voilà, mais pour autant, voilà, surtout prenez soin de vous. C'est ça qui est important que je vous dise. Oui, puis ce matin, j'ai eu un petit sourire parce que c'est vrai qu'on a réabordé le fait que les vidéos étaient ouvertes à partir de 6 heures du matin. Alors, c'est vrai que finalement, 6 heures du matin, pour nous en métropole, ça fait très tôt. Mais j'ai eu la curiosité quand même, je le savais, hein, mais j'ai quand même eu la curiosité ce matin d'aller regarder dans mon système les pays finalement qui s'étaient inscrits. On a 26 pays différents
On en a sur le continent africain, on en a beaucoup en Europe, bien sûr. On en a aussi sur le continent africain, on en a en Amérique du Sud, on en a en Amérique du Nord et on en a en Océanie aussi. Donc, ça fait beaucoup de monde en fait. Ça fait du décalage horaire de fifou. Je crois que ça va de +1, -1 jusqu'à -11. Donc, autant vous dire, d'ailleurs, un petit coucou à la Polynésie française pour les 11 heures de décalage. Ça veut dire que quand il est 18 heures chez nous, il est 7 heures du matin là-haut. Enfin, ou dans l'autre sens d'ailleurs. Donc voilà, de toute façon, quelle que soit l'heure que j'aurais choisie pour ouvrir les vidéos, ça n'aurait jamais pu convenir à tout le monde avec tout ce monde, parce que vous avez donc été plus de 200 inscrits. Mais voilà, je sais que chacun aura fait au mieux et surtout aura fait pour aussi se préserver, parce que finalement, c'est pas une course à la montre et on peut pas, voilà, on peut pas tout regarder. C'était pas l'objectif. Hein, c'était vraiment, c'était aussi là aussi pour un peu vous aider à choisir et à ressentir finalement bah, ce qui était bon pour vous, quoi. Voilà. Donc continuez surtout dans cet axe. J'ai fait aussi un petit mot dans ce sens dans le message du groupe WhatsApp, mais j'en profite aussi pour le redire ici en live, que je remercie infiniment pour leur compréhension les personnes qui ont acheté le pass VIP. Encore une fois, ça n'enlève rien à l'acquisition que vous avez faite, bien au contraire. Et c'est aussi finalement grâce à vous qu'on peut aussi avoir ce regard inclusif et permettre voilà, au plus grand nombre, non pas de regarder, mais de pouvoir se connecter. Voilà, vraiment j'insiste, parce que ce n'est pas pour les personnes qui n'ont pas eu le temps, c'est surtout pour les personnes qui n'ont pas pu se connecter. Et bien évidemment, celles qui n'ont pas eu le temps pourront évidemment aussi en profiter. Voilà, c'est aussi le message. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, ce matin, je vous ai mis une vidéo bonus sur une interview qui avait eu lieu sur le premier sommet en juin 2025 avec Evelyne Platnik-Cohen. Voilà, vous allez voir, l'interview est super inspirante. Je sais que plusieurs d'entre vous l'ont déjà regardée, donc voilà, n'hésitez pas, elle est aussi disponible jusqu'à dimanche. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur les chiffres? Donc, je vous ai dit plus de 200 inscrits au sommet, des participants et participantes répartis sur plus de 25 pays sur 4 continents. Donc, c'est vraiment le sommet international. Je fais un petit clin d'œil aux rêves inavouables. Certaines me comprendront et me suivront. On y est presque, on le touche du doigt. Les engagements, il y a eu plus de presque, je crois qu'on a atteint les 100 vues pour certaines vidéos. Donc, les participants, je vous ferai un petit tableau avec un petit récap. Voilà aussi pour ça, parce que voilà, vous êtes engagés jusqu'au bout et c'est aussi important que je vous donne ces informations-là. C'est ce qui a fait aussi le succès de ce sommet, hein, c'est votre présence, clairement. Il y a eu aussi une activité constante, quasiment tous les jours, sur le groupe WhatsApp, avec des partages, alors au début des problèmes de connexion qui après se sont résolus, mais il y a eu des partages, il y a eu des remerciements, il y a eu des échanges, il y a eu des magnifiques déclics. Enfin voilà, c'était vraiment très très beau à voir. Il y a eu aussi des appels découvertes de réservés. J'avais ouvert pas mal de plages horaires. Donc voilà, ça aussi, ça a été fait, ça a été planifié. Donc merci à vous pour votre confiance les participants et les participantes voilà, pour tous les rendez-vous qui ont déjà été passés et ceux qui sont déjà planifiés et ceux qui restent aussi à venir. Le petit mail du matin, voilà, il était aussi à 6 heures, mais comme ça, vous l'aviez au moment où vous aviez envie de vous lever. Les contenus, ça a été plus de 19 intervenants engagés, experts dans leur domaine. Vous avez pu le voir, enfin voilà, touchant, formés au burn-out, pour certains qui ont eux-mêmes traversé l'expérience du burn-out, voilà, qui nous ont permis, chacun à leur façon, de traiter finalement les thématiques en profondeur, que ce soit la neuropathie, le droit social, l'Ayurveda, la déconnexion numérique, la suradaptation. Enfin voilà, il y a eu vraiment l'identité professionnelle, la reconversion. Voilà, il y a vraiment plein, plein de thèmes d'abordés. Donc, ça a été vraiment très, très riche. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ça. Merci aussi parce que vous m'avez fait une vraie hôte de Noël
pour les participants. Voilà, chacun et chacune à votre façon, vous avez participé aux bonus qui sont dédiés aussi et qui sont sous les vidéos. Donc voilà, merci aussi pour ça. Il y a eu non, pardon, il y a eu deux soucis techniques avec des liens. On a réussi à résorber ça pendant la semaine. Donc merci aussi d'être revenu vers moi pour me le dire, parce que bien évidemment que moi sur mon PC, mais c'est magique, tout s'ouvre toujours. C'est chez les participants et les participantes que ça coince quand ça doit coincer. Donc, merci d'être venu me le dire parce que si vous ne me le dites pas par mail et par WhatsApp, je ne peux pas savoir. Donc, que ce soit ici ou dans d'autres événements auxquels vous participez, voilà, merci pour la bienveillance avec laquelle vous êtes revenu vers moi pour me dire ça marche pas, je ne peux pas me connecter, ça s'ouvre pas. Parce que, encore une fois, de chez moi, moi, tout fonctionne toujours, hein. Donc, c'est le bonus du participant, c'est que sur son PC à lui, tout s'ouvre. Voilà. Enfin, du participant, de l'organisateur, pardon. C'est justement pas la même chose que le participant. Donc, vraiment, merci pour votre bienveillance par rapport à ça. Euh, et c'est pas juste un événement digital aussi hein, auquel vous avez participé. Il y a vraiment un signal fort qui a été envoyé par l'ensemble des intervenants sur la lucidité, la reconstruction et surtout l'espoir et la vie euh, voilà, après l'épuisement professionnel. Donc ces chiffres, ils ne sont pas là juste pour faire des paillettes hein, et pour me faire plaisir, ils sont surtout là, et c'est surtout pas à base de statistiques, moi j'ai horreur de ça. Enfin, je ne suis pas connectée encore à ça en tout cas. Mais en tous les cas, ces chiffres, ils sont surtout la preuve que vous, en tant que participants et participantes, vous êtes en train de vous remettre en mouvement. Et voilà, je suis vraiment très honorée d'y avoir contribué. Voilà, même un tout petit peu, voilà, je suis très honorée de ça. Je sais que certains et certaines d'entre vous ne seront pas là très longtemps, donc je vous propose de prendre la parole en premier. Je pense notamment à Charlène. Je crois qu'il y avait Ottilia, mais je ne la vois pas, donc on va démarrer par Charlène pour les questions. Ben, je te laisse ouvrir ton micro et puis voilà. Ça y est, Allez, micro ouvert. voilà, Bonjour. magnifique. Allez, en live, on y va. Merci Eugénie pour ce live. J'ai envie de dire, dis-moi ce que tu attends de moi sur cette intervention. Est-ce qu'il y a eu des questions auxquelles tu voudrais que je réponde? Peut-être qu'il y en a aussi Alors, ici. il y en a une, effectivement. Je te redis ça tout de suite. Tchic, Oui, tchac, je te tchic, rejoins tchac. Isabelle de dire à Eugénie que c'est une star internationale, c'est vrai. Allez, c'est Te voilà mignon. suivie par tous les côtés du globe. Ça y est, c'est fait. Où est-ce que tu es? Dis-moi, Charlène, tu es là. Tiens, il y en avait deux pour toi. La première, c'est j'ai l'impression d'être devenue une étrangère pour ma propre famille. Est-ce que c'est normal? Et la deuxième, c'est comment oser dire que je ne veux plus vivre comme avant. Hmm. Bah alors déjà, bravo d'oser se le dire à soi, de ne plus vouloir vivre comme avant. C'est quand même pour moi l'étape clé qui permet de reconnaître qu'on n'est pas au bon endroit et que ça ne nous convient plus. Et que ça convienne pas aux autres, c'est pas tant le sujet, mais nous, ça ne nous convient plus. Et du coup, ça peut forcément avoir un lien avec le fait de se sentir étrangère. Il y a une reconnexion certainement à réaligner ici pour sentir qu'on est pleinement soi, pour pouvoir aussi être pleinement avec les autres. Voilà, moi je l'ai bien vécu aussi sur cette phase hein, dont j'avais parlé aussi lors de la table ronde. Pour moi, c'est très compliqué de sentir que j'étais là mais pas là. Donc le côté étrangère, il me fait penser à ça. Moi, vraiment, j'étais là physiquement, mais je savais plus trop où était vraiment ma place finalement, même dans la famille, ce qu'on attendait de moi, ce que moi je pouvais attendre de moi, une espèce de brouillard assez fort qui s'était installé à ce moment-là. Et c'est pour moi le premier point de départ, il est dans le déclic de cette prise de conscience-là, de se dire, ben en fait, ça ne me convient plus, ça ne convient donc pas aux autres, hein, si on est étranger sous le même toit, c'est que potentiellement il y a tout un écosystème qui alerte. Et que c'est le moment du coup d'agir, de réagir. Et pour moi, c'est aussi ce que je partageais autour de la table quand on était mardi ensemble hein, avec toi, Eugénie, Isabelle et Anaëlle. C'est de pas être seul en fait, c'est de sentir qu'il y a de l'appui, qu'il y a du soutien. Donc de trouver à cet endroit-là qui sont les points d'appui, qui sont les personnes soutenantes dans l'envie d'avancer. Vers soi, dans l'envie d'avancer autrement, de sentir qu'il y a un mouvement, un changement, et ça c'est assez difficile, ça peut être assez douloureux, donc c'est idéalement à partager aussi avec d'autres pour se sentir appuyé, soutenu. Est-ce que ça répond à la Oui. question?
Je suis Bah, écoute, partie dans des trucs. j'espère que oui. Mais donc voilà, est-ce que ça paraît normal? Voilà, non, ça n'est pas normal, mais quelque part, c'est normal de s'en rendre compte quand justement ça n'est pas normal. C'est ça. Mais C'est plutôt c'est ça. carrément ça, quoi. Merci beaucoup. Merci, Charlène. Merci pour les questions. Euh, Après, je vous laisse un peu ouvrir vos micros, les participants et les participants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on va passer, bon, je vais faire dans l'ordre de l'écran. On va passer à Ludivine. Et Ludivine, la question pour Ludivine, c'était comment structurer mes journées sans tomber dans un planning rigide? Et oui, puisque dans la majorité, dans l'esprit collectif, planification, c'est forcément rigide, droit. Eh ben, c'est pas obligé. Pour moi, ici, le vrai sujet, il n'est pas forcément de structurer ses journées, mais plutôt de leur donner une colonne vertébrale sans leur mettre de corset, si je devais prendre une image. Parce que quand on sort d'un burn-out ou qu'on en frôle un, on confond souvent deux choses, se sécuriser et se contrôler. Et le planning rigide, c'est du contrôle. Une structure vivante, ça va être la sécurité. Concrètement, ce que je peux proposer, c'est de remplacer un planning horaire par trois piliers, avec des repères qui, pour eux, seront plutôt posés, à l'inverse d'horaires figés. Plutôt que de dire à 9 heures, je fais ça et le matin, je fais en priorité, on va plutôt dire, pardon, en matin, je vais faire en priorité ce qui nourrit mon énergie mentale. Ça peut être à 8 heures, ça peut être à 10 heures, ça peut être à 11 heures. Et le cerveau, tout d'un coup, il respire plus. Et pourtant, on va même avancer. Donc, c'est bien aussi d'avoir des blocs d'intention plutôt que des listes interminables. Plutôt que de faire une do-list mail, lessive, dossier X, appel Y, je préfère, moi, faire un bloc je simplifie, un bloc je crée et un bloc je me régénère. Ce que pour moi, j'appelle le bloc TPMG, tout pour ma gueule. Voilà, après, on lui donne le mot qu'on veut. Ça peut être le bloc bisounours, ça peut être le bloc câlin au chat, voilà, ou tasse de chocolat chaud, ou plaid moumoute, voilà. Et donc, à l'intérieur de chaque bloc, eh ben, je choisis en fonction de mon énergie du moment. Et c'est à ce moment-là que la structure, au lieu d'être rigide, eh bien, elle devient humaine. Donc, les priorités, la priorité, elle se doit d'être vivante et pas une to-do punitive. Chaque jour, une bonne question à se poser, je pense, c'est si je ne fais qu'une chose aujourd'hui qui va me faire me sentir fière ce soir, qu'est-ce que ça serait? Pas trois, pas cinq, une. Et le reste devient du bonus. Et le reste, souvent, je dis pas tout le temps, mais souvent va aussi s'enchaîner plus facilement parce que la première qu'on aura fait est véritablement utile et respectueuse de notre énergie. Donc, il y a potentiellement un flow qui peut s'installer pour faire d'autres choses. Et surtout, on garde une marge, de la place pour respirer, de la place pour l'imprévu, justement parce que euh, la vraie rigidité, elle est dans le planning, mais elle peut être aussi quand on ne se laisse plus le droit euh, d'être vivante, d'être dans la vie, quoi. Se laisse plus la place aux imprévus. Donc, des moments tampons, imprévus, pareil, on les appelle, on peut mettre un nom mignon, c'est s'approprier justement de mettre les noms qu'on aime, qui nous parlent à nous, c'est s'approprier sa structure respectueuse de soi, de son énergie, de son histoire et de son état actuel. Donc, structurer, oui, contraindre, surtout pas. Et c'est pas le planning qui doit nous tenir, c'est c'est nous qui, comment dirais-je,
On doit s'y sentir tenu. Tu vois, si bref, je ne sais pas si j'arrive à bien te faire comprendre. Une bonne journée, c'est pas forcément une journée remplie, c'est une journée qui a été alignée. Alignée avec soi, avec son état interne, son état mental. Et après un burn-out, c'est sûr qu'on ne reconstruit pas avec des horaires, on reconstruit avec de l'écoute. Donc, euh, aujourd'hui, est-ce que ton organisation te soutient ou est-ce que c'est l'organisation qui te surveille? Voilà. Est-ce que je me sens soutenue ou est-ce que je me sens surveillée? Hmm. Avec le petit là. Quoi, t'as pas fait ça? Voilà. Hmm. Merci beaucoup. Merci infiniment. Mais de rien. Est-ce qu'il y avait une autre question pour toi? Je ne sais plus. Attends, je prends mon papier. Ludivine, tu es où? Non, il n'y en avait qu'une. Bon, ben voilà, ça y est, c'est répondu. Ça, C'est c'est fait. fini. C'est fini. Il y avait, alors après, dans l'ordre, j'ai Isabelle. Alors, Isabelle, alors toi, tu en as deux. Comment être sûr de faire un vrai choix professionnel et pas juste fuir son ancien job? Ok. Euh, alors, quand on est accompagné dans la définition d'un nouveau projet professionnel, avant d'aller réfléchir au métier, on va aller chercher plein de choses avec sa conseillère sur qu'est-ce qu'on recherche, de quoi on a envie, qu'est-ce qu'on aime dans notre ancien métier, quelles sont les compétences, les atouts qu'on a développés, qu'on a envie de retrouver dans notre future vie professionnelle, et quelles sont les choses qu'on n'a plus envie de retrouver. Et du coup, cette partie-là, bah, elle demande de faire le deuil de certaines choses. Elle demande bah, beaucoup d'énergie, de réflexion, voilà, et de confiance aussi en sa conseillère. Et en fait, si à l'issue de cet accompagnement, en ayant réfléchi à tout ça, on arrive à définir un nouveau projet professionnel, j'ai envie de dire qu'il y a vraiment peu de probabilité que ce soit une fuite. Parce que on a fait des choix éclairés avant même d'aller chercher un intitulé de métier ou d'aller chercher des informations sur un métier. Après, si on n'est pas accompagné, comment s'assurer que ce n'est pas une fuite de l'ancien job? Ben, peut-être en décidant de se faire accompagner. Et en tout cas, bah, aussi en se posant toutes les questions que je viens de dire, en allant chercher en soi qu'est-ce qui nous anime dans le métier, plutôt que qu'est-ce qu'on a envie de fuir par rapport à l'ancien. Donc voilà, c'est un début de réponse. Merci beaucoup. Autre Merci question? Isabelle. Et la deuxième question, c'était, est-ce que c'est grave si je ne veux plus jamais faire le même métier? Est-ce que c'est grave, Alors, est-ce que c'est grave, docteur? alors d'habitude, quand on n'est pas trop d'accord avec une personne, on dit oui, mais, et là je vais dire non. Mais, non, c'est pas grave de ne plus vouloir jamais faire le métier, mais c'est dommage Mm, si on n'a pas fait le point d'abord mm, à se poser la question, est-ce que ce qu'on ne veut plus vivre ne proviendrait pas des conditions de travail de notre employeur? Enfin, moi, en mm. tout cas, je commence toujours comme ça, un accompagnement avec la personne. Elle a envie de voir, elle a envie d'aller voir ailleurs, et je le respecte. Et personnellement, moi, je suis allée voir ailleurs plein de fois dans ma vie. Donc voilà, j'ai aucun Carrément. problème avec ça. Donc c'est pas un problème. Mais en fait, si on veut changer de métier alors que c'est simplement les conditions de travail, le circuit hiérarchique, les valeurs qui sont véhiculées dans l'entreprise, eh ben, est-ce qu'il n'y a pas moyen de pouvoir continuer à exercer ce métier si on aime les tâches réalisées dans le métier? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le réaliser ailleurs avant de se poser la question de changer? Mm, Mais si on n'a pas envie de le réaliser ailleurs, eh ben non, c'est pas grave de ne plus jamais faire le même métier. Dans tous les cas, on a appris plein de choses avec ce métier, et notamment les compétences comportementales, les atouts qu'on pourra mettre en pratique dans un nouveau métier qui fera du sens pour nous. Donc, aucun mm, problème. Merci beaucoup, Isabelle. Je ne vous dis pas comment je me retiens de ne pas rebondir. C'est terrible pour moi. Mais parce que sinon, on refait des interviews, ça ne va pas le faire. Donc, hein, voilà.
Voilà, voilà. Allez. En tout cas, merci beaucoup, Isabelle. Mais ouais, effectivement, il y a plein de trucs qui fusent et je me dis, ah oui, mais ça, on n'en a pas parlé. Ah oui, mais ça, faudrait qu'on en parle aussi. Mais bon, voilà. Un autre Ça jour. sera dans le prochain. Voilà, dans le prochain. Exactement. Ou lors d'ateliers, ou voilà, il y a plein de façons de rebondir sur les sujets parce que c'est sûr que dans un sommaire, on n'a jamais le temps de tout, on n'a jamais le temps de tout aborder en fait. Caroline, Bonjour yes, à tous et à toutes. bonjour, bonjour à toi. Ah, on ne te voit pas, est-ce que c'est voulu ou pas? Oui, j'ai un petit souci avec ma caméra sur mon ordinateur, je m'en excuse. Ah mince, bon bah écoute, on va faire ça, hein. Vous Attends, m'entendrez, mais vous ne me oui, verrez pas exactement. aujourd'hui. On t'entend et on ira voir dans l'interview ton Ma joli vidéo. mignon. Caroline, il y avait quoi? Il y avait une ou deux questions, je sais plus. Il y en a deux. La première, Oui. c'est quels sont mes droits si je veux quitter mon poste après un burn-out? Alors, en soi, il n'y a pas de droit s'il n'y a pas une assistance par un avocat. Parce Mhm, qu'on ne, déjà, en droit du travail et encore moins en droit de la sécurité sociale, on ne reconnaît pas en soi le burn-out ou épuisement mhm, professionnel. Donc, il faut s'inscrire dans une démarche de reconnaissance de cette dégradation des conditions de travail en mettant en avant et en essayant de justifier les dégradations sur l'état de santé c'est pour ça. montrer qu'on est dans une situation anormale qui peut s'apparenter à du harcèlement, pour pouvoir justifier euh, la négociation d'une fin de contrat si on s'inscrit dans une démarche amiable ou pour justifier ce qu'on peut appeler une prise d'acte ou une résiliation judiciaire de son contrat de travail si on est dans une démarche judiciaire. Mais en soi, voilà, il n'y a pas de droit reconnu lorsqu'on est dans une situation de burn-out. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'un salarié qui démissionne parce que il est dans un état tel qu'il ne peut plus continuer à travailler et qu'il n'a pas fait encore les démarches de se faire assister d'un avocat. Voilà, avec le travail d'un avocat, on peut amener à faire reconnaître cette démission comme étant euh, une démarche, si tu veux, pour le sauver de cet état et faire reconnaître qu'elle a Ouais, toutes les conséquences d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Alors, tout à les fait. termes sont un petit peu techniques, mais ce que je vais expliquer, c'est que voilà, en soi, il n'y a pas de droit. Un salarié qui, en revanche, est contraint de démissionner parce que, il n'en peut plus, ce que je lui conseille, c'est de bien sauvegarder tous les éléments qui pourraient justifier de cet état qui l'ont poussé à démissionner et ensuite aller se faire assister d'un avocat qui pourra l'aider à faire reconnaître cette démission comme étant contrainte. Ok. Ouais, c'est vrai que, encore une fois, il vaut mieux être accompagné parce que c'est un chemin qui n'est pas facile non plus, hein. Tout à fait, c'est ce qu'on disait dans l'interview. Voilà, plus on est accompagné tôt, mieux C'est c'est ça, pour pouvoir partir avec le plus de droits, entre guillemets, c'est possible. Mais ça. ces droits, il va falloir aller les négocier. Et la deuxième question pour toi, Caroline, c'était est-ce qu'on peut vraiment parler de réparation quand on est épuisé physiquement et moralement? Alors, je pense qu'il faut distinguer la réparation juridique, celle que j'ai abordée, de la réparation physique et psychique. Moi, en tant qu'avocate, je m'occupe de la réparation en quelque sorte indemnitaire Hum, hum, qui peut, on le disait, aider à évoluer vers une réparation physique et psychique. Mais c'est bien évidemment pas, moi, mon travail en tant qu'avocate que de réparer sur le plan physique et psychique. Moi, hum. ce que je fais, c'est aider à, à avoir une réparation financière par le biais de reconnaissance de préjudices particuliers. Hum, hum, Voilà, donc ce sont deux choses différentes. Mais ce que j'avais mis en avant lors de l'interview et que j'avais essayé donc de t'expliquer, c'est que souvent, le fait d'aller mieux, de tourner la page, passe aussi par cette reconnaissance et cette réparation indemnitaire, puisque quelque part, le salarié, via cette indemnisation, se rend compte que sa situation déjà n'était pas normale et qu'il y a quand même plus ou moins une reconnaissance, peut-être implicite, mais une reconnaissance quand même de son employeur dans ce qu'il a pu subir. Ouais, tout à fait. Voilà. La Mais ce sont reconnaissance, deux c'est temps, énorme.
Voilà, ce sont deux temps différents et ce ne sont pas les mêmes intervenants qui vont aider à la réparation financière et donc juridique et la réparation physique, morale. Voilà, ce Mm. sont d'autres professionnels que C'est l'avocat. ça, c'est ça, c'est ça. Merci beaucoup, Caroline. Je t'en prie. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, j'ai eu quelques retours de personnes qui ont pu voir mon interview et c'est vrai que ça fait plaisir de savoir voilà, que les conseils qui ont été prodigués ont pu peut-être servir à certains. Voilà, donc je te remercie encore une fois de m'avoir laissé la parole pour ce Ah bah, soir. merci à toi d'être venu. C'est carrément une compétence, toutes vos compétences, moi clairement je ne les ai pas, hein, donc merci à vous toutes d'être venues et tous bien sûr. Merci beaucoup Caroline. Merci Du à coup, après, dans l'ordre, j'avais Fabienne. Oui, Ah, je crois. Ouais, est-ce que tu peux ouvrir ta caméra, toi, Fabienne, ou pas? Dis-moi. non, je peux pas. Je suis désolée, Ok, mais je vous écoute. ok. Alors, attends, je retrouve juste la question qui était pour Fabienne. Oui, la question qui était pour toi, Fabienne, c'était est-ce qu'on peut guérir du burn-out si on ne guérit pas ses blessures plus anciennes? Sans doute, sans doute, mais parce Ou qu'il y a par contre, on beaucoup t'entend pas beaucoup. d'impossibles. Ah, j'essaye de parler un peu plus fort. Ça va Ouais, mieux s'il là te comme plaît. ça? Oui, merci beaucoup. Ok, je t'en prie. Déjà, merci à toi pour ce super sommet. C'est vraiment intéressant. Pour répondre à la question, je pense que oui, mais après, moi, c'est une voie de guérison qui est, me semble-t-il, permet à la fois de se libérer de certains fardeaux, de se protéger de rechutes et de trouver, de permettre en fait, en se libérant, de pouvoir entamer un nouveau chemin qui nous Hum, correspond vraiment. hum. Voilà. Après, c'est vrai que c'est mon outil de travail. Enfin, c'est mon outil de travail. C'est un outil de travail. Probablement qu'il y a d'autres voies d'accès. Euh, mais voilà. Parce que je ne sais pas si je réponds complètement à la question. Si, ben si. Merci beaucoup. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Merci. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup, Fabienne. Merci à toi. Oui, il y avait un petit message qui avait été mis dans le chat. Il y a aussi le parcours parfois de reconnaissance en maladie professionnelle, mais ça se solde souvent par un échec, voire un refus de la CPAM. Oui, c'est souvent là que se passe effectivement le blocage. Et en réponse, il y a eu de la part de Annie, merci beaucoup. Souvent, mais pas toujours, je connais plusieurs cas qui ont été reconnus en maladie professionnelle. Oui, il y en a. C'est un vrai parcours du combattant, mais effectivement, oui, il y en a. Et bien, ça tombe bien d'ailleurs, Annie, puisque tu es juste derrière Caroline. Et après, c'est Virginie. Virginie Evactive. Bonjour Bonjour, à Annie. tous. Bonjour. Merci pour cette invitation, Génie, et bonjour à tout le monde. Annie, que je retrouve ta question, c'était, il y en avait une ou il y en avait plusieurs? Non, il y en avait une. Est-ce que le massage peut vraiment faire remonter des émotions anciennes? Ah bah oui, forcément. Dès lors qu'on touche le corps, on va potentiellement aller toucher le trauma. Et qui dit toucher va forcément être en connexion avec les émotions. Donc, tous les gestalt massages que je pratique ne sont pas forcément, on sort pas forcément le paquet de mouchoirs entier, mais il est pas rare de voir des personnes libérer des émotions sur la table de massage. Oui, c'est ça. Donc, ça demande un courage certain pour venir travailler sur le corps en direct, parce que bah, les traumas sont parfois enquistés depuis un bon nombre d'années. Et auquel cas, ben, comme on va le travailler en verbal, on va enlever les plures d'oignon petit à petit, hein.
On va pas aller toucher directement l'endroit bien précis dans le corps. Mais parfois, il y a des traumas qui remontent très rapidement, juste en touchant un endroit bien précis. Oui, c'est ça. Et puis parfois, on arrive avec un sujet et on ne s'attend pas du tout au sujet qui va remonter. Donc, Et non, parce que quand on commence à tirer la toile d'araignée, voilà. bah, on commence un petit peu et puis on finit par aller beaucoup plus loin. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est ça aussi qui est passionnant et c'est ça aussi qui nous amène à une introspection aussi plus honnête finalement. Parce que parfois, on ne sait pas, mais parfois, on sait un petit peu et on n'a pas forcément la force. Et quand ça remonte, bah, du coup, voilà, c'est plus facile aussi d'aller le travailler, quoi. Oui, et Merci d'ailleurs, beaucoup. enfin, dans les parcours, je vois bien qu'il y a des personnes parfois qui oublient les rendez-vous, ce genre de Ouais, choses, parce que bah, le hasard n'existe pas, mais bah, ça travaille tellement fort que ça fait bouger tellement de lignes que certaines personnes viennent un peu à reculons de temps en temps mhm, parce qu'elles se disent qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? mhm, mhm. Eh Mais, ben, un parcours de reconstruction, c'est pas un long fleuve tranquille. Et on va faire des petits pas en avant, des grands pas en avant, des grands pas en arrière, des petits pas en arrière, et petit à petit remonter l'escalier jusqu'à atteindre le sommet. c'est ça. Mais il n'est pas rare malheureusement de voir des personnes pas suffisamment, entre guillemets, guéries Mhm, et qui vont repartir trop tôt mhm, dans un nouveau projet, dans un nouveau travail. Et on ne se refait pas, hein, clairement. mhm. Et la difficulté, justement, ça va être souvent que les personnes se disent, bon, allez, ça y est, j'ai traité ça, je vais pas aller chercher plus profond. Et puis, on se rend compte que bah, les traumas, ils vont remonter systématiquement et ils vont se présenter dans un autre cadre de travail, avec un entourage différent. Voilà. Et quoi qu'il en soit, à partir du moment où c'est pas travaillé, ça va toujours se représenter à soi. C'est ça. C'était un peu le fil, un peu beaucoup, le fil rouge sur lequel on a tous et toutes contribué à insister pendant ce sommet. Qu'effectivement, il vaut mieux être accompagné pour affronter ça, parce que quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre, ça remontera. Donc, et c'est important d'avoir le déclic en amont, disons que ça facilite un petit peu la traversée, quoi. Merci beaucoup, Annie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eugénie, est-ce que je peux intervenir? Ah bah oui, avec grand plaisir. Vas-y, vas-y, au contraire, Fabienne. Juste, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Et en fait, pour répondre à la question de façon encore un peu plus précise, la personne qui me posait, me demandait si il n'y avait que ça comme moyen de guérison, ben, typiquement, ce que propose l'approche euh, par le massage, par le corps, par tout ce qui est psychosensorialité, est aussi une excellente voie de guérison possible. Et en fait, quel que soit le moyen, on voit bien qu'à chaque fois, on va retourner 9 fois sur 10, hein, on retourne dans l'enfance parce que c'est là que tous les mécanismes se mettent en place. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et, et en plus, oui, c'est ça. Et en plus, l'intérêt, c'est qu'on règle là les problèmes de post-burnout, comme on est en train de parler, parce que c'est notre thème. Mais ça peut aussi rejaillir sur d'autres problématiques de notre vie. Ah oui, oui, de toute façon, c'est Et tous du les coup, domaines de c'est notre vie hein, qui sont intéressant. Enfin, impactés. voilà, c'est un travail thérapeutique qui, de toute façon, est intéressant à faire. Comme vous venez de le dire à l'instant, ça rejaillit, tant qu'on n'a pas résolu tout ça, ça rejaillit enfin, de façon dans notre vie, mais ça rejaillit dans des périodes de la vie qui ne sont pas forcément la vie professionnelle. Tout à fait. Voilà, c'est ce que je Merci, voulais merci rajouter. beaucoup merci beaucoup effectivement d'avoir fait cet ajout, Fabienne, parce qu'on n'a pas forcément conscience, on n'a pas toujours conscience d'ailleurs, euh, que quand il y a un sujet qu'on ne veut pas forcément aller travailler, il se représente sous une autre forme, parfois dans le même domaine, parfois dans un autre domaine, mais il se représente toujours. Voilà, la vie est ainsi faite. Quand on a quelque chose à travailler ici-bas,
le sujet revient. On ne peut pas y échapper. Et quand on commence à... Je trouve que le clou de l'histoire, je trouve que l'univers a beaucoup d'humour là-dessus. Le clou de l'histoire, c'est que quand on commence à en être conscient de ça, eh bien, du coup, l'exercice se représente de plus en plus souvent. Ouais, Donc, c'est ça. Et de voilà. plus en plus fort aussi. Et de plus en plus fort. Ben oui, ça toque à la C'est un porte, peu hein. comme, dans une canalisation d'eau qui serait bouchée et ben voilà, ça s'intensifie, quoi. Le bouchon devient de plus en plus gros. Il faut Ouais, vraiment aller complètement. déboucher ça. Complètement. Et c'est d'ailleurs, on en a une parfaite image avec tous les maux corporels et physiques que le burn-outé rencontre tout au long de son parcours, hein. Enfin, on ne peut pas dire que la douleur n'a pas toqué à la porte quand même, hein. Exactement. Bon, voilà, ça n'est qu'un exemple parmi d'autres. Merci Oui, beaucoup tout à pour fait. ça. J'ai vu qu'il y avait aussi eu un message dans le chat de la part de Fatima qui disait ce qui n'a pas été abordé, c'est aussi l'impact financier, tout à fait, et les limites financières. On est déjà au fond du trou. Quand on se retrouve en demi-solde au bout de 3 mois ou 6 mois, il devient difficile de tenir les suivis médicaux indiqués dans le cas du burn-out. Je parle des suivis psy, sophro, etc. Les IJ de la sécurité sociale ne suffisent pas toujours. Ou bien souvent, oui, ils ne suffisent pas toujours. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et en même temps, j'en reviens encore à cette ligne de temps où l'objectif n'est pas de tout démarrer au début de votre parcours de burn-out, parce que sinon, effectivement, on s'en va vers la banqueroute, mais d'essayer aussi d'étaler ça aussi dans le temps et de vraiment reprendre cette ligne de temps et de voir avec le corps médical, puisque bien souvent c'est avec le corps médical que ça commence, médecin généraliste, médecin psychiatre, etc., voir ce qu'il faut mettre juste derrière. Bien souvent, les burn-outés commencent par psychologue. J'ai oublié aussi médecin du travail. Euh, Ça peut être psychologue du travail, justement. Ça peut aussi être psychologue clinicien. Et de voir aussi par rapport à son énergie à quel moment on fait entrer les acteurs suivants pour son rétablissement. Voilà. Mais oui, effectivement, ça a un certain coût. Et j'ai envie de dire, je ne sais pas aujourd'hui chiffrer le coût que j'ai imposé à mon corps à ne pas le respecter, à ne pas l'écouter et à ne pas le soigner. Donc, dans tous les cas, effectivement, et là, je m'adresse à toutes les personnes qui sont en burn-in, ça coûte énormément, quel que soit le coût. Donc, plus on a le déclic tôt, et mieux c'est. Ouais. Merci beaucoup, merci Fatima pour ce commentaire. Et derrière, j'ai vu qu'Annie avait mis un petit mot. Les assos peuvent proposer des accompagnements à moindre coût. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci, merci pour ça, Annie. Et il y avait un autre commentaire. Euh, merci à vous toutes et tous. J'ai été très touchée par le témoignage d'Éric. Ce sommet a été très enrichissant. Je croyais avoir vu déjà pas mal de facettes du burn-out. Malheureusement, et des possibilités de guérison. Et ce sommet m'a encore fait connaître tant d'autres outils. Merci, ça fait énormément de bien de ne pas se sentir seul et de ne pas trop se juger. Merci, c'est de la part de Marie ce message. Merci beaucoup d'avoir déposé ce message, Marie, dans le chat. Euh, Isabelle qui répond pareil pour moi, j'ai trouvé Eric incroyable dans son témoignage. Oui, tout à fait. Fatima qui surenchérit, Eric m'a bouleversée car mon dernier poste occupé est un poste de directrice d'un pôle handicap. Merci pour la puissance de ton témoignage. Merci beaucoup aussi pour ça. Oui, merci Eugénie. Il faut en effet prioriser les suivis. Oui. Les coûts sont en effet multiples. Oui. Ce qui n'a pas, ça je l'ai dit, les assos je l'ai dit, et Laure ajoute par rapport au coût, il existe auprès des consulats pour les Français de l'étranger des listes d'associations qui accompagnent. Merci beaucoup Laure pour cette info. Ah, merci. Ouais, super. Merci beaucoup. Alors, juste après, il y avait Virginie Evactive. Bonjour. Oui, super. Comment vas-tu? Ça va, Ça va, très ça bien. va. Bon. Alors, Virginie, toi, tu avais comme question, je regarde mon anti-sèche, hein, parce que
Euh, Quelle est la différence entre mécanisme de protection et schéma de sabotage? Ouais. C'est une question qui m'embête, mais à laquelle je vais répondre. Qui m'embête et j'explique pourquoi. C'est que pour moi, quand on se fait accompagner, peu importe le nom du mécanisme qu'on emploie. Donc, je ne sais pas qui a posé la question, si c'était une professionnelle ou si c'était plutôt vraiment Non, quelqu'un qui a eu burn-out. une participante, Ouais, une participante. une Donc, femme, une femme. pour moi, j'ai tendance à penser que si une participante pose cette question, c'est peut-être, je ne sais pas, pour aller voir sur Internet euh, un petit peu ces choses-là. J'aurais tendance à dire, peu importe que ça s'appelle un mécanisme de protection ou un schéma de sabotage, l'idée, c'est plutôt, quand on se fait accompagner, que le professionnel comprenne ce qui se passe chez la personne pour essayer de l'accompagner. Si je rentre un peu plus, effectivement, moi, j'utilise ni le terme mécanisme de protection, ni le terme schéma de sabotage. Alors, mécanisme de protection, je n'utilise pas, j'appelle ça des mécanismes de défense. Je vois très bien ce qu'on veut dire, parce que c'est des mécanismes de défense qui servent à se protéger. Hum, Ces mécanismes, en fait, si on veut l'expliquer de façon assez simple, il y a des périodes de notre vie où on est en souffrance, en difficulté, et le corps est plutôt bien fait pour nous protéger de façon très inconsciente, met en place des mécanismes pour que ce soit moins douloureux, plus facile à, à vivre au moment T, en tout cas. Et donc, c'est important, en tout cas, ces mécanismes de défense, ils sont importants pour être là à ce moment-là. C'est des mécanismes, si j'essaie d'en dire les plus connus, vont être le déni, par exemple, la rationalisation et des choses comme ça. C'est-à-dire les gens qui vont venir dans un cabinet et qui vont arriver en disant des phrases type où on va se dire, ils se convainc de quelque chose. Ils sont convaincus qu'ils vont pas si mal, ou alors c'est parce que c'est l'hiver qu'ils vont pas bien, ou c'est parce que je ne sais quoi. Euh, mais je pense que c'est pas important pour celui qui est accompagné de savoir comment ça s'appelle. C'est important pour celui qui accompagne, en tout cas, de détecter cette chose-là, qu'il n'est pas prêt à entendre, et de faire avancer la personne sur un certain nombre de choses pour qu'au bout d'un moment, peut-être cette personne soit prête à l'entendre. Des mécanismes de défense, il y a des périodes, il faut que ces mécanismes soient là pour protéger, et puis il y a des périodes où ça marche plus, c'est plus suffisant, et donc on peut faire avancer. Les schémas de sabotage, c'est quelque chose que je n'utilise absolument pas. Je pense que ce qu'on appelle un schéma, alors ce qu'on appelle un schéma en général, c'est quelque chose qui est répétitif, quelque chose qui revient régulièrement. De sabotage, je suppose que c'est parce que ça nous sabote, et donc j'ai plutôt tendance à dire que quelqu'un qui aurait un schéma de sabotage et qui va venir dans notre cabinet va arriver en disant à chaque fois que, je sais pas moi, à chaque fois que j'ai trouvé un emploi, au début je m'entends bien dans mon équipe, et puis au bout de un certain temps, il se passe un truc et j'arrive pas à m'intégrer ou je ne sais quoi. C'est un truc qui vient et qui se répète, et du coup je constate que voilà, il y a ce sabotage. J'aurais tendance à dire là encore, peu importe que ça s'appelle un schéma de sabotage ou pas, ce qui est important, c'est que la personne qui va accompagner va souvent trouver, je pense, une différence, c'est-à-dire qu'il y a un côté qui est très inconscient dans le mécanisme de protection. La personne, elle vient pas en disant je fonctionne pas bien ou il y a un truc je me suis mis un truc pour me protéger, mais plutôt non, non, tout va bien. Alors, il vient quand même nous voir, mais il y a un petit tout va bien dans sa phrase. Là où je pense que dans le schéma de sabotage, la personne, elle arrive en disant j'en ai marre, je me comporte toujours pareil et ça me met en difficulté, je ne sais pas comment faire. hum, Il y en a un qui est plus inconscient, un qui est plus conscient, je pense. Mais j'aurais tendance à dire, pour les personnes qui se font accompagner, je ne suis pas sûre que ça ait une grande importance de venir mettre des mots sur ces choses-là. Ce qui est important, c'est que les accompagnants puissent détecter ce qui hum, met en difficulté concrètement la personne, que ce soit conscient ou inconscient, et qu'on amène les personnes au fur et à mesure du temps à, alors ça peut être plein de choses, à prendre confiance en soi parfois, euh, à dérationaliser un peu des phrases, c'est-à-dire que quand à un moment donné les personnes mettent des phrases types sur c'est juste que je suis fatiguée parce que c'est l'hiver, parce que j'ai eu un gros dossier il n'y a pas longtemps, parce que ok, on peut l'entendre. Et puis finalement, en discutant, en questionnant, en reformulant des choses, au bout d'un certain nombre de temps, la personne va se rendre compte que, bon, il y a peut-être ça, mais peut-être pas que. Et elle va pouvoir enlever un peu moi j'appelle ça des carapaces,
J'appelle ça des mécanismes. Chacun, ça dépend si on parle très scientifique ou si on essaye, pour moi, d'être plutôt dans la compréhension de ce qui se passe concrètement sur le terrain. Mm, mm, Donc voilà, j'ai essayé d'y répondre un peu quand même à cette question, mais qui pour moi est très théorique et je ne suis pas sûre qu'elle ait un intérêt pour pour les personnes en burn-out de pouvoir réellement mettre des mots sur ça, mais plutôt de se dire que parfois, quelle que soit la façon dont on l'appelle, parfois quand on souffre, parce que les schémas, je pense que c'est plutôt des choses qui sont intégrées de plein de choses, hein, par des expériences, par de l'éducation, par plein de choses. Euh, Toutes ces choses-là, on a plein de choses qui peuvent nous mettre en souffrance à l'intérieur et à l'extérieur. Et il y a des périodes de vie où on a besoin d'être accompagné de toute façon pour avancer, euh, à, à déconstruire un petit peu toutes ces choses-là pour ensuite avancer. Donc, voilà un petit peu, en tout cas, la façon dont j'ai envie de répondre à cette question. Je ne sais pas si c'est l'attente de la personne qui a posé cette question et si toutefois ça ne lui convenait pas, je serais ravie d'être dans l'échange. C'est-à-dire, il ne faut pas hésiter à lui donner aussi mon contact parce que je trouve que parfois c'est intéressant d'avoir le contexte, c'est-à-dire ce que cette personne pouvait attendre de ce genre de questions-là, qui est à mon goût très théorique pour quelqu'un qui a besoin d'être accompagné. mm, Mais mm. il répond plus précisément si ça répond pas tout à fait à son besoin. Tu restes disponible. J'ai noté. Voilà. Merci beaucoup, Virginie. Et puis en plus, les liens et les vidéos vont rester disponibles là jusqu'à dimanche après-midi. Donc voilà, ça tombe bien. Ça donnera aussi un petit peu de temps aux personnes pour peut-être aussi récupérer les coordonnées, récupérer les noms. Voilà. Et puis se rapprocher éventuellement de l'un ou de l'une d'entre vous au besoin. Voilà, au besoin. Merci en tous les cas. Si vous voulez interagir les unes par rapport aux autres, surtout n'hésitez pas, hein. Voilà, moi je vous donne la parole, mais surtout voilà, n'hésitez pas. On va continuer sur notre lancée avec les Virginie. On a ensuite Virginie Adèle. Oui, bonjour. Alors, est-ce que vous m'entendez bien comme ça? Très très bien. Ok, super. Ah, c'est bien, j'ai deux Virginie là sur mon écran, c'est fabuleux. C'est beau. Virginie, alors attends voir. Toi, ta question. Ah, il y en avait deux pour toi des questions. La première, c'est par où commencer une reconversion professionnelle quand on a perdu confiance en soi? Hmm. Ouais, très très bonne question. Donc, quand on a perdu confiance en soi, alors, l'histoire de la confiance en soi, qu'est-ce qu'on met derrière confiance en soi aussi? Parce que, il y a souvent confusion. Est-ce que c'est l'estime de soi? Est-ce que c'est la confiance en soi? La confiance en soi, c'est normalement ce qui permet en fait d'agir. Donc, tout ce qui est mise en action. Donc là, je comprends bien que, par exemple, dans un cas de burn-out, ça peut être vraiment ça qui est concerné. Mais peut-être que... Oula, Ah, bougez pas, j'arrive. toi, c'est quoi, USB? Elle a pris avec elle, je crois. Attends. C'est Myriam qui est normalement. Elle a dû le prendre avec Je elle. me dépêche Ah, d'essayer d'accord. de trouver le moyen de fermer ce Bon. micro, Ouais. On sait jamais. mais je vais y arriver, hein. Bon, c'est pas grave. iPhone, tu es où? Tu es là? Pas grave. Coupez le son. Voilà, ça y est, c'est fait. Virginie, on t'écoute, on est tout oui. Voilà, oui, je disais, donc c'est la mise en action, effectivement, qui peut poser problème après un burn-out. Et c'est pas forcément parce qu'on a perdu confiance en soi, c'est parce qu'on a perdu de l'énergie pour moi. Donc pour moi, la priorité, c'est vraiment de retrouver de l'énergie. Donc déjà, commencer par se fiche la paix, déjà. Euh, Couper toutes les sollicitations qui peuvent être épuisantes, parce que ça, c'est la première chose à repérer, en fait. Tout ce qui coûte de l'énergie, voilà, c'est que c'est pas le moment. Ça ne veut pas dire couper les liens, parce que c'est ça qui est compliqué aussi, c'est qu'on a besoin d'être entouré, mais en même temps, on a ce besoin aussi d'être tranquille, de pas être sursollicité. Or, ben, c'est vrai que l'entourage, parfois, quand on voit quelqu'un qui va mal, on a tendance à vouloir absolument faire quelque chose pour que cette personne aille bien. Et peut-être, dans certains esprits, si quelqu'un va pas bien et reste au lit, ben, allez, fais un effort, lève-toi, viens, on va faire quelque chose. Voilà. Et ça peut être de la sursollicitation parce que c'est pas à cet endroit-là que la personne a besoin d'aide. Donc, voilà, je pense que d'abord, ça commence par prendre soin de soi, prendre vraiment le temps de se ressourcer. Et se ressourcer, c'est, pour moi, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qui me fait du bien?
et vraiment être, voilà, le gros mot en fait, être égoïste, je pense, dans cette phase-là, c'est vraiment qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me donne de l'énergie. Le reste viendra après. Mm. Je pense que c'est pas forcément un manque de confiance, c'est plus un manque d'énergie. Mais bon, Ouais. après, je suis d'accord avec Virginie, peut-être que ma question répond pas complètement à... Peut-être que ma réponse, pardon, ne répond pas complètement à la question de la personne. Est-ce que c'est vraiment la confiance en soi dont il s'agissait parce que la personne a l'impression de ne pas pouvoir se mettre en action ou est-ce qu'il s'agissait d'autre chose? En tout cas, voilà, un premier niveau de réponse, on va dire. Et puis Mm. après, effectivement, les personnes reviennent vers nous pour plus de précision. Ne pas hésiter surtout. Merci beaucoup. Et la deuxième question, c'était comment identifier ses vrais moteurs pour ne pas retomber dans les mêmes pièges? Mhm. Ça, c'est un monsieur qui a posé cette question. Ouais. Et ça, je pense que ouais, ça, c'est primordial comme question parce que ça parle de motivation profonde. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien effectivement aborder parce qu'il y a les motivations primaires ou profondes. C'est celles qui vraiment nous énergisent, justement, celles qui nous font du bien juste parce qu'on les fait, sans condition de résultat. C'est toutes les actions, toutes les choses qu'on fait vraiment par plaisir et on a plaisir à les faire. On voit pas le temps passer. C'est quelque chose qu'on a toujours aimé peut-être depuis qu'on est petit. C'est pas forcément des choses qui sont socialement valorisées, c'est des choses qu'on aime vraiment. Et ça, bah, je pense que la meilleure chose, c'est quand même d'avoir un regard extérieur pour aider peut-être à mettre le doigt dessus. Mais voilà, dans un premier temps déjà, individuellement, ce qu'on peut faire, c'est se poser ce genre de questions. Quelles sont les activités, quels sont les moments, en fait, pendant lesquels je ressens cette sensation de joie, de plaisir, de sérénité, dont j'ai envie et qui, justement, ne dépendent pas de ce qui va se passer après. Des moments où je suis vraiment pleinement dans ce que je fais et je suis vraiment pleinement heureux, joyeux sans condition. Parce que les motivations secondaires, c'est celles qui effectivement vont être socialement valorisées. Donc on fait parce que on va avoir de la reconnaissance extérieure ou parce que justement en faisant cette chose qu'on n'aime pas forcément, on va avoir un résultat qui lui va être agréable. Mais si on n'a pas le résultat, du coup, on a l'impression d'avoir fait ça pour rien et du coup, c'est de la frustration, c'est de l'épuisement. Donc vraiment, les motivations profondes, c'est les choses les actions, les moments où vraiment on identifie on est juste bien à faire ça. On pourrait le faire pendant des heures, pendant des jours. Ça ne fatigue pas. Si ça épuise, c'est que c'est pas des motivations profondes. Mm. Merci beaucoup de le rappeler, Virginie, parce que c'est vrai que quand on est sous la couette et qu'on est en train de pleurer, retrouver ce qui nous donne de la joie, retrouver ce qui nous donne de l'envie, retrouver ce qui nous donne du plaisir, c'est pas facile. Et dans ces moments-là, ne pas hésiter aussi à faire appel à l'entourage, ne pas hésiter à faire appel à ses proches. Euh, et poser la question de façon voilà, simple. Est-ce que tu te souviens de moments qu'on a passés ensemble, qu'on a trouvé agréables, qu'on a apprécié tous les deux? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'on faisait? Parce que moi, je suis dans le brouillard et que j'y vois rien et que je me rappelle de rien et que c'est compliqué parce que là, à part les larmes, il n'y a plus grand-chose au quotidien. Même par rapport aux enfants aussi, pas hésiter à poser la question aux enfants. Alors évidemment, quand ils sont tout petits, c'est encore autre chose, mais ils peuvent aussi être une source de mémoire et s'appuyer aussi sur les enfants. Euh, Mm. Ça peut faire du bien pour faire revenir un petit peu ce qu'on a perdu et ce qu'on a oublié momentanément. Voilà. Ouais. Et Et comme tu disais, quand ils sont petits, c'est vrai que c'est pas facile, mais quand ils sont petits, il y a un remède magique, c'est les câlins en fait. ah oui. Et les câlins, je veux dire, ça se passe de mots. Et des fois, c'est pas mal aussi, hein, parce que c'est parfois dans le corps qu'on a les réponses, pas toujours voilà, pas toujours dans la tête. Or, on voudrait des réponses dans la tête. Et des fois, ouais, des moments de câlin, juste, c'est aussi un super remède. Et contrairement à ce qu'on pense, parce que je pense qu'il y a aussi cette culpabilité, surtout si on a des enfants en bas âge, de se dire, oui, mais s'ils me voient triste, ils vont être tristes. Mais en fait, les enfants, ils ont une capacité de résilience bien supérieure à celle des adultes en général. C'est que, oui, ils vont être tristes de voir leur maman triste, mais s'ils prennent le câlin, il y aura un moment magique et ils vont se rendre compte que, bah oui,
Ah bah je vais faire câlin à maman, ça lui fait du bien. Donc ça fait du bien aux deux en fait. Donc je pense qu'il faut pas culpabiliser. Ça c'est important aussi. Ouais, merci beaucoup de le rappeler parce qu'un enfant, c'est vulnérable et en même temps, c'est très fort. Et en même temps, ça nous redonne comment dire, ça nous redonne une énergie que parfois l'entourage n'est pas en capacité de nous donner. Alors que l'enfant, lui, il est innocent, il ne se pose pas de questions en fait. Donc voilà, c'est toujours du positif, et c'est beau. Voilà. Mais effectivement, pensez aussi à, moi quand je dis l'entourage, je pense vraiment les personnes proches, c'est-à-dire les personnes qui sont sous le même toit si possible. Voilà, vraiment la cellule et choisir, je ne sais plus dans quelle interview on disait ça, mais choisir les personnes qui vous entourent parce que clairement, on n'a pas d'énergie pour supporter les autres, quoi. Donc, on a déjà du mal à se supporter soi-même dans cet état-là. Donc voilà, les coupes franches, n'hésitez pas à choisir, effectivement. Et merci beaucoup, merci pour ça. Merci Virginie. Merci encore Eugénie pour tout ce que tu proposes parce que je pense que c'est essentiel pour les personnes qui en ont besoin là. Ouais. Ben, merci à vous d'être présents surtout. Merci pour tous vos apports et merci pour votre implication et votre engagement. Voilà, sans vous, ce sommet n'existerait pas. Donc, vraiment, merci à chacun et à chacune des intervenants. Merci du fond du cœur. Grâce à vous, j'ai passé de très, très beaux moments cette semaine. Donc, merci. Et puis, depuis début décembre, hein, parce que finalement, ce sommet il s'organise en interview depuis début décembre. Donc, moi, je prends ma dose depuis début décembre. Alors après, à l'écran, après Virginie, j'avais Florence. Attends, j'ai fait tes deux questions. Comment identifier? Oui, oui, c'est bon, j'ai fait tes deux questions, Virginie. Excuse-moi, j'ai eu un doute là, du coup. Merci à toi. Du coup, Florence, bonjour et bienvenue à toi. Bonjour. Florence, tu es où? Tu es où? Tu es quelque part par là. Je vais te retrouver ou pas. Où est-ce que t'es? Pourquoi je te trouve pas? T'es pas sur ma liste? Si, ça y est, je t'ai retrouvé. Ah, puis t'as deux questions en plus. Alors, la première, est-ce que, pardon, est-ce que c'est normal d'avoir peur d'être accompagné après avoir fait un burn-out? Bah, je dirais ça dépend des personnes, hein. C'est difficile de donner une réponse effectivement comme ça, comme l'ont dit plusieurs d'entre nous, dans l'absolu, sans connaître le contexte. Mais oui, ça peut être tout à fait normal parce qu'il y a une problématique de confiance. Il n'y a pas non plus de parcours balisé existant à l'heure actuelle pour le burn-out en France en tout cas. Hum, Donc ça peut faire très peur parce en général, on ne comprend pas très bien ce qui arrive et on ne hum, sait pas vers qui se tourner. hum, Donc c'est bien toute la problématique. Et je dirais que dans ces cas-là, c'est utiliser des événements comme celui-ci, par exemple, pour entrer en confiance, j'allais dire, avec certains professionnels et avoir du coup plus l'envie d'aller vers l'un ou l'autre, ou comme le disait Annie tout à l'heure, d'aller vers les associations hum, qui ont aussi une offre professionnelle assez importante, passer par des annuaires comme celui qu'on a à la Burnout Academy de personnes qui ont été réellement formées sur le sujet du burnout hum, et qui donc vers qui on peut peut-être aller avec plus de confiance. Ce qui est sûr, c'est que même si c'est difficile, on l'a dit hein, dans l'interview, et je pense qu'on leur a tout dit, c'est indispensable de se faire accompagner parce que on ne se remet jamais seul. hum. Donc après, il faut trouver effectivement, par un de ces biais, finalement, la personne ou les personnes avec qui on va se sentir suffisamment en confiance pour entamer le processus et qui va derrière permettre d'aller peut-être en voir d'autres pour vraiment pouvoir voir l'essentiel finalement des différentes personnes qui sont nécessaires pour être accompagnées. Hum. Oui, j'ai des commentaires dans le chat. Euh, alors, je n'avais pas vu celui d'Annie tout à l'heure qui disait, non, je l'ai perdu. C'était par rapport aux accompagnants. Je ne le retrouve pas, mais bref, le message disait Alors, d'être c'était aussi vigilant. l'entourage peut être malveillant parfois sans s'en rendre compte. Voilà, merci beaucoup Isabelle. Je sais pas,
Je le trouve plus. Euh, Oui, et du coup, je me suis perdue. Mais je vais vous retrouver Laure qui dit, voilà, choisir ses chauds doudous, c'est joli comme expression, est important et précieux. Demander de l'aide peut paraître un tout petit pas, et pourtant c'est un pas de géant. C'est pour ça que choisir les personnes soutenantes, ce n'est pas rompre avec les autres, c'est se protéger et protéger la relation. Merci beaucoup pour ça. Et du coup, Isabelle qui ajoute, on peut déjà avoir peur de se faire accompagner sans avoir vécu de burn-out. Donc, si on se sent fragilisé par un burn-out, ça peut augmenter la peur. Ouais, Bien carrément, sûr, carrément, bien sûr. carrément. Euh, ouais, merci beaucoup pour ça, Florence. Et du coup, la deuxième question qui était posée pour toi, c'était comment trouver la bonne personne pour se faire accompagner quand on n'a plus confiance en personne, justement. Mais je pense que j'y ai répondu aussi, hein, et c'est vrai que c'est lié forcément. Effectivement, aller vers... Le problème, c'est effectivement ça, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher. Et on n'a pas forcément l'énergie ou la clarté d'esprit pour chercher. Donc, pas hésiter à, je dirais, à se faire aider de personnes de l'entourage qui, elles, sont bienveillantes. En général, il y en a aussi. Quelqu'un qui, effectivement, peut aider à aller chercher les bons intervenants. Moi, j'ai souvent des personnes qui me contactent pour quelqu'un de leur entourage parce que la personne en burn-out n'est pas forcément encore en capacité de prendre ces décisions-là elle-même ou de voir clair finalement dans l'offre qu'il peut y avoir. Mais effectivement, ne pas hésiter à aller sur Internet, voilà, voir les associations, voir les organismes qui sont en place. Et il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui de commencer à entrer en contact et en confiance, hein, en allant, on est nombreux à avoir des chaînes YouTube ou avoir des petites vidéos sur nos sites ou ne serait-ce que des fois les commentaires de personnes qu'on a pu accompagner, etc. Pour vraiment déjà commencer à voir à qui on a affaire et si on va être en confiance et bien finalement que cette personne-là. Parce que au-delà des compétences, il y a aussi le fait qu'il faut que effectivement il faut que ça passe. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est ce que je me souviens, la conversation qu'on avait eue justement sur ce sujet avant l'interview. Et c'est aussi important que la personne, elle puisse commencer aussi à s'imprégner finalement de l'univers du professionnel qu'elle va solliciter. C'est vrai qu'aujourd'hui, un médecin traitant, on en a besoin. Quand déjà on a la chance d'en trouver un, on est content. Mais quand on sort du champ médical, quoique certains spécialistes, enfin, quand on regarde les avis, on a un peu peur, mais le problème en France, c'est que on entend beaucoup les mécontents et on entend moins les contents. Donc, les avis, il y a un peu, voilà, il faut en prendre et en laisser, comme je dis, mais ça peut donner un premier aperçu et puis aussi euh, ne pas s'arrêter qu'à ça parce que finalement, encore une fois, moi je le dis pour moi je ne peux pas plaire à tout le monde. Donc quelqu'un à qui je ne vais pas plaire, bah, je ne lui plais pas parce que mon énergie ne lui convient pas, mais mon énergie conviendra à quelqu'un d'autre. Et voilà, et c'est très bien comme ça. Mais c'est vrai que quand on essaie de s'imprégner un petit peu de l'univers du thérapeute, on peut déjà avoir une idée de, de certains positionnements et ça peut effectivement faciliter la mise en contact. Tout à fait. Tout à Ah fait. ouais. Merci beaucoup pour ça, Florence. Et la deuxième question, bah, c'était la deuxième question. C'est Voilà. ça, c'était la deuxième question. Je pense que c'est bon. Merci beaucoup. Et encore une fois, si vous avez besoin de rebondir voilà, sur ce que les unes et les autres, parce que nous sommes majoritairement féminines, hein, je crois bien maintenant, n'hésitez pas, hein, vraiment, voilà, c'est avec grand plaisir. Euh, je lis dans le chat Virginie qui dit demander conseil à un professionnel de santé de confiance, médecin généraliste, infirmière, pharmacienne, peut aussi aider pour prendre contact. Pour prendre et pour trouver d'ailleurs, parce que des fois, on ne sait absolument pas. Et effectivement, ouais, ce sont de très bons interlocuteurs. Merci beaucoup pour cet ajout, Virginie. Isabelle nous dit souvent un premier entretien est gratuit quand on s'adresse à des pros de l'accompagnement, contrairement au secteur médical. Oui. Cela peut aider à avoir un premier contact et prendre sa décision après. Oui, effectivement, tout à fait. Merci Isabelle. Camille ajoute faire appel à un réseau de professionnels formés et certifiés
comme Burnout Pro aussi pour aider à trouver la personne qui pourra accompagner et en fonction aussi de sa spécificité. Tout à fait. C'est vrai que maintenant, il y a des plateformes qui recensent, il y a des annuaires qui recensent. Donc, vraiment, pas hésiter à chercher de l'information quand on a récupéré un petit peu d'énergie et qu'on peut passer un petit peu de temps sur le web. Mais oui, effectivement, il y avait aussi le collectif Burnout qui était représenté tout à l'heure par Annie Fuchsman qui était là. Donc, oui, oui, vraiment, ne pas hésiter. Solimine qui nous dit l'entourage se veut bienveillant, mais ne comprend pas toujours l'aide reste limitée. Aller marcher avec la famille, parler avec les amis, trouver un bon psy, travailler sur l'énergétique et trouver son coach. Ben, c'est parfait, mais tu nous as tout résumé là, c'est nickel. Merci beaucoup. Je prends note pour le prochain sommet. Mais oui, effectivement, c'est tout à fait ça. Vraiment, c'est vrai que l'entourage, il est maladroit. C'est vrai qu'il ne comprend pas. C'est vrai que moi, j'insiste aussi beaucoup sur le fait qu'en tant que burnouté, on a la responsabilité de communiquer sur ce que l'on vit, sur ce que l'on traverse, sur ce que l'on ressent, parce qu'il est clair qu'on sait parfaitement se coller un joli sourire sur la figure et de dire que tout va bien. Et à l'inverse total, on est aussi capable de passer ses journées et ses nuits à pleurer sans discontinuer. Donc, on passe d'un extrême à l'autre. L'entourage ne sait pas, ne comprend pas, n'entend pas ce qu'il y a dans notre tête. Et du coup, il est complètement perdu. Donc, vraiment mettre des mots là-dessus, essayer de les aider à nous comprendre, c'est vraiment aussi le premier pas pour renouer un espèce d'esprit d'équipe. Parce qu'encore une fois, quand une personne est en burn-out dans un foyer, bah, c'est tout le foyer qui est percuté de plein fouet, quoi. Donc, il faut remettre de la communication. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Merci beaucoup. Merci infiniment, Soline, pour le commentaire. Oui, en général, tout vient en temps et en heure. Oui, aussi. Merci beaucoup. Il y a aussi, Florence nous dit, les collectifs en thérapie à Lille et Aile de Soie à Poitiers. Alors, les collectifs en thérapie, c'est en EN, terre comme la terre, TE2RE, et happy, le mot en anglais, HA2PY, en thérapie. Voilà, c'est très joli, qui se trouve à Lille. Et ailes comme les ailes d'un oiseau au pluriel, les ailes de soie soi-même à Poitiers. Ok, super, merci beaucoup. Merci. C'est très important d'avoir toutes ces infos, c'est tellement riche. Et évidemment que tout seul, on ne peut pas trouver tout ça. Enfin, ça prendra un temps fou, quoi. Et de l'énergie surtout. Laure ajoute, faire confiance à son ressenti quand on rencontre un intervenant. Une cliente m'a dit, trouver son accompagnant, c'est une rencontre. Oui, exactement. Alors, le bémol dans ce cas-là, c'est que dans un premier temps, le burn-outé, son corps, il ne le connaît pas. Voilà. Alors, on sait quelque chose, moi aussi. Mais une fois le plus gros du chaos passé, et quand on commence à se reconnecter, il y a une petite voix quand même qui commence à se faire entendre et à laquelle on peut faire confiance. Parce que oui, effectivement, le corps, il sait. Ah, j'avais pas vu, Isabelle avait levé la main, pardon. Je t'en prie, Isabelle, avec plaisir. Ah, mais j'ai... Oui, vas-y, je t'en prie. Je pensais même plus que j'avais la main levée. Oh mon Dieu, ça fait un bail que tu l'as levée. Si. Alors, j'ai fait un commentaire dans le chat que tu n'as pas dit et je comprends que tu Pardon. le dis vu que tu es très humble. Donc, il y a une Isabelle dans le chat qui a écrit, si elles ont du mal à faire confiance ou si elles ont peur de se tromper de professionnels accompagnants, elles peuvent contacter Eugénie. Elles seront en sécurité psychologique en se faisant accompagner par elle. Donc, mais j'ai une vraie question après ça. J'ai une vraie question parce que du coup, on parlait de faire confiance et du coup, parmi toutes les remarques, il y a beaucoup de discussions sur l'entourage. Et du coup, ma question, c'est est-ce que l'entourage a les moyens de se faire accompagner également? Parce que, comme tu le disais, c'est un cataclysme de toute une famille. Et du coup, alors je ne sais pas du tout si c'est le cas et je ne veux pas poser une question qui te bloque. Mais du coup, est-ce que dans tes accompagnements, est-ce que tu as prévu un atelier avec les proches pour apporter aussi des billes aux proches?
Mais tu vas tout me spolier, Isa. C'est vrai? Non, non, je plaisante. Non, non, ça fait effectivement partie de mes projets pour 2026 et c'est aussi pour ça que dans certaines interviews, on a vraiment insisté sur le sujet des proches parce que c'est vraiment, il faut vraiment ils ne sont pas à exclure de l'accompagnement, ils sont à inclure dans l'accompagnement et c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile parce que l'entourage, une fois qu'il sent que le burn-outé, bah, il est dans de bonnes mains, que ce soit le médecin, l'accompagnant, le thérapeute, parfois un traitement médical, etc., il se dit c'est bon, mon burn-outé est pris en charge, mon ou ma d'ailleurs, hein, est pris en charge, ça va aller. Et hop, ils disparaissent de la prise en charge. Mais non, en fait, les accompagnants, les compagnes, les compagnons, les époux, les épouses font partie à part entière, intégralement de l'accompagnement, vraiment, de la prise en charge. Donc, et effectivement, il y a aussi un espace de parole à ouvrir pour eux, parce qu'ils sont dans l'incompréhension totale de ce qui est en train de se passer dans leur foyer. Hein. Ils sont complètement dépassés. Imaginez-vous bien que quand c'est madame qui gère tout depuis toujours et que du jour au lendemain, madame n'est plus du tout capable d'assumer quoi que ce soit parce que même le truc qu'on lui a dit il y a 5 minutes, elle l'a oublié, c'est juste effrayant en fait. Hein. Et évidemment, on le retourne aussi au masculin. C'est la même chose. Tout pareil. D'accord. Donc c'est un vrai cataclysme. C'est un cauchemar pour le burn-outé. Mais pour la personne qui vit à côté, c'est un vrai cataclysme. Hein. Donc oui, oui, merci beaucoup merci d'ouvrir la parenthèse et les ateliers vont arriver en 2026 sur le sujet. Merci beaucoup, Isa. Tu as du flair, hein. En même temps, on commence aussi à bien se connaître. Si je peux rebondir sur ça, sur ce que tu Oui, dis, je trouve vas-y, avec ça plaisir. super intéressant parce que c'est des choses qui m'arrivaient pas avant et où j'ai pu avoir dernièrement plusieurs personnes que j'accompagnais et qui me demandent à un moment donné si leurs parents ou leurs conjoints, selon l'âge de la personne, Ouais. pouvaient venir me voir pour les comprendre. Parce que quand c'était eux qui le disaient, ils avaient l'impression que le proche ne comprenait pas vraiment, ou que peut-être c'était exagéré. Et donc, ils avaient besoin de savoir si voilà, le proche pouvait venir avoir des informations sur la compréhension de ce qui se passait en ce moment. Donc, c'est une chose bien sûr que j'ai acceptée, mais que j'avais pas forcément eu de demande il y a des années. Et puis dernièrement, c'est des choses qui arrivent. Donc, je pense que de plus en plus, les proches ont envie de comprendre et se demandent vraiment comment réagir. Et effectivement, tout à l'heure, je sais plus qui disait, parfois on peut venir nous bousculer un petit peu quand on est au lit. Et parfois, justement, entre la dépression et le burn-out, où il y a quand même une différence, euh, parfois les conjoints ne savent pas s'ils doivent bousculer un petit peu ou si ils doivent laisser se reposer. Et le fait de pouvoir être aussi accompagné dans cette démarche, ça peut aider et la personne en burn-out et l'accompagnant, parce que bien sûr que c'est pas une période facile non plus pour l'accompagnant, je pense. Pas l'avoir vécu, mais je pense que pour l'accompagnant, c'est pas facile non plus. Je te confirme, ça passe pas inaperçu. Il y a Mm. parfois des compagnons, des compagnes, des époux, des épouses euh, qui se font suivre en parallèle, qui n'ont pas le même thérapeute, mais qui demandent ponctuellement un accompagnement parce que c'est juste le trou noir, en fait. Il y a, en plus, au départ, c'est vrai que la communication, souvent, elle est rompue, quoi. Il y a plus de... Donc, c'est difficile. Ouais, c'est difficile. Euh, je vois un petit mot dans le chat concernant... attendez, je vais essayer de le relire si je le retrouve. Je ne sais pas pourquoi, parce que quand je me balade avec ma souris, après j'ai un mal fou. Ah voilà, ça y est. Travaillez-vous et recommandez-vous le centre du burn-out de Paris? Alors, je ne connais pas en direct, mais ai eu des échos très mitigés. Ok, idem, nous avons été en contact avec eux et les échanges étaient peu bienveillants, mais nous serions ravis de savoir si d'autres ont des retours. Eh bien, dans les personnes présentes, y a-t-il d'autres retours concernant ce centre parisien? Non, ok. Bon, ben, on va s'en arrêter là pour la réponse alors. Ok. Tac, tac, tac. Est-ce que j'ai encore loupé autre chose dans le chat ou c'est bon? Je crois que c'est bon. Ok.
Juste derrière, donc il y avait Laure. Et Laure, bonjour Laure, et bienvenue. Bonjour, merci Eugénie. Et donc Laure, j'avais reçu une question pour toi, c'était au sujet des managers, et la question c'était pourquoi les managers ne sont-ils pas formés à détecter les risques de burn-out? Alors, je te réponds, mais juste avant, j'avais envie de commenter ce dont j'ai parlé tout à l'heure au niveau du ressenti, parce que j'ai une autre casquette que coach. J'ai une casquette de maman aidante, et ce qui signifie qu'en fait, j'accompagne un enfant qui a des problématiques de santé assez lourdes depuis 10 ans. Et en fait, pourquoi je dis qu'il faut faire confiance à ses ressentis? Parce qu'en fait, c'est important de... il y a toujours tu vois, un truc qui, quand même, qui vibre. Je ne saurais pas l'expliquer, mais il y a quand même il y a des fois des choses qui coincent. Et il faut accepter déjà que le bon accompagnant au tout début du parcours de progression du burn-out, eh ben, ça ne le soit plus à un moment. Et parfois, on culpabilise de dire à la personne qu'on a en face, de dire, je crois que vous ne me convenez plus. Et c'est important d'être capable de pouvoir le dire. Et c'est hyper courageux et c'est un pas important. Et moi, de par mon expérience avec les traitements de ma fille, je me suis donné, c'est une grosse permission, mais si on arrive à se la donner, c'est encore un pas vers le soin et vers la guérison. Si on arrive à se donner, j'ai la permission de dire à la personne en face de moi, au médecin traitant, parce qu'en général, ça commence par là, que en fait, il m'a pas écouté, j'ai pas été entendue, et d'aller voir un autre médecin traitant. Je me souviens parce que moi, quand j'ai fait ma décompensation, il y a un paquet d'années, c'était une remplaçante et honnêtement, je suis sortie de là, j'ai fait, OK, c'est les vacances, tout va bien. Mais quand j'ai revu mon médecin traitant, là, il m'a pris en main, il m'a drivé et tout ça, et c'était hyper chouette. Donc, il faut avoir, euh, c'est pas facile, mais il y a quand même, si on est bien à l'écoute au fur et à mesure, on sent si la personne en face, elle a entendu ou elle n'a pas entendu ce qu'on a dit. Il faut se faire confiance. Là-dessus, il faut être vraiment. C'est vraiment le premier conseil, moi, que je donne aux personnes que j'accompagne. Et j'aime bien, j'ai beaucoup aimé cette image. C'est cette semaine-là, en fait, que c'est arrivé. La personne m'a vraiment dit, c'est une vraie rencontre et je pense qu'elle a raison. Et dans le cadre d'un parcours d'une personne qui se reconstruit après un burn-out, il y a plusieurs rencontres en Merci fonction du beaucoup. besoin. Merci beaucoup pour cette précision, effectivement, Laure, parce que ça peut être, et ça m'en a encore été, ça fait mal au cœur hein, quand ça arrive, mais une participante qui a pris un appel découverte avec moi me confiait qu'effectivement, elle avait été choquée par le corps médical. Parce qu'un médecin psychiatre, effectivement, avait tenu des propos vraiment déplacés et n'avait pas du tout pris en compte ni sa situation, ni sa douleur, ni sa souffrance, et qu'elle était ressortie de là assez bouleversée finalement par... on peut avoir du mal à croire que ça existe, mais ça existe. Voilà. Après, il ne faut pas chercher à comprendre le pourquoi du comment. On est soi-même pas le problème, ça c'est clair. En revanche, on a la responsabilité de dire OK, ça me convient, OK, ça ne me convient pas, Voilà, et vraiment pas hésiter parce que sinon c'est destructeur. exactement. Merci beaucoup. Et c'est un joli pas. Alors, pourquoi les managers ne sont-ils pas... En fait, j'ai lu la question hier soir, je me suis dit, waouh, euh, vous avez 3 heures, 16 antithèses. Pourquoi les managers ne sont-ils pas formés à détecter les risques de burn-out? Je pense que euh, j'ai envie de dire pourquoi n'ont pas été, ça n'a pas commencé plus tôt. Ça commence dans les grandes entreprises, ça commence. En fait, ça part d'en haut. Et là où je suis très confiante, c'est que de voir que dans des grandes entreprises, dans des grands groupes, alors forcément, ils ont de l'argent, ils ont plus de capacité aussi en termes de formation, mais ça part du haut. Et je discutais avec un ami
qui est DG dans un grand groupe aéronautique, pour pas le citer, et qui me disait que effectivement tous les managers, les top managers, les top exécutives étaient formés, étaient accompagnés parce qu'en fait et que ça leur permettait en fait de voir leur propre, on parlait de méconnaissance tout à l'heure, leur propre méconnaissance, leur propre mécanisme de défense et d'apprendre à écouter. Et celles qui ont suivi, ceux et celles qui ont suivi ma vidéo savent que sachent que la communication est hyper importante. Et je pense que tout part de là et qu'en fait, ça se décline en cascade. C'est pas encore fait suffisamment bien. Il faut pas se leurrer, il y a des entreprises, des employeurs qui sont pas encore, qui sont pas là. Mais comme je dirais tout à l'heure, on parlait d'accompagnement thérapeutique, il y a des personnes qui vont aller se faire accompagner sans avoir fait de burn-out parce qu'elles pressentent déjà qu'elles sont pas, c'est pas OK. Puis il y a des personnes qui vont attendre de faire un burn-out ou d'avoir des problématiques de santé assez graves pour pouvoir se faire accompagner. Puis il y a des personnes qui ne se font jamais accompagner. C'est un peu pareil avec les entreprises. Ça commence à venir. C'est pas encore généralisé. Il faut aussi que les personnes en face, il y a le tout de former les managers, mais il faut que les managers soient réceptifs à ce type de formation. Enfin, ça parle aussi du cheminement du manager. Enfin, on en a pas mal parlé dans la vidéo, mais où en est-il par rapport à ça? Des fois, des personnes qui ne sont pas réceptives, c'est juste que ça parle d'elles. Tu parlais dit tout à l'heure du psychiatre qui a été très sec. Quand on sait que le corps médical est en grand danger de burn-out, qu'il y a beaucoup de violence au travail dans le corps médical, des fois ça parle de lui en fait. Peut-être que à ce moment-là, la personne qu'il a rencontrée, c'est venu tellement résonner pour lui que c'était plus la bonne personne pour accompagner. Et donc voilà, c'est en deux parties. C'est oui, les entreprises ne forment pas assez. Ça c'est sûr, on n'est pas suffisamment présent en entreprise pour expliquer quels sont les symptômes, comment détecter les premiers signes. Ça, c'est sûr et certain. Après, malheureusement, il faut que les entreprises soient prêtes. Ça, c'est une autre chose. Et puis après, il faut aussi qu'au niveau des managers, ça reste des personnes, c'est pas des managers, ce sont des personnes qui soient réceptives en fait à ce type de formation et à ce type d'accompagnement. Donc, pour moi, ça se décline en plusieurs étapes, mais j'ai bon espoir. Je pense quand même il y a pas mal de choses qui C'est en sont. marche. C'est en Ouais, marche. c'est en marche. Je Ouais, suis c'est en d'accord. mouvement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laure. De rien. On avait aussi une question qui avait été posée justement à Eric. Il y en avait même deux. La première, c'était quelle est la différence entre fatigue mentale et trouble de l'attention? Et la deuxième, c'était pourquoi le TDAH est-il si souvent masqué par la suradaptation? Donc, du coup, je vais me permettre de vous lire sa réponse, parce qu'il me l'a envoyé. La fatigue mentale est un symptôme passager pouvant affecter tout le monde. Le TDAH est un trouble structurel qui provoque une fatigue mentale chronique en raison d'un effort constant pour maintenir l'attention. Le TDAH est souvent masqué par la suradaptation, un mécanisme de survie inconscient où la personne cherche à se fondre dans les attentes sociales en cachant ses difficultés. Pourquoi cela se produit-il? À cause de la peur du rejet, entre autres, la pression sociale, le désir de plaire, etc. Conséquence de ce masquage, épuisement émotionnel et physique, burn-out neuroatypique, perte de confiance en soi. La suradaptation est une réponse à des pressions externes et internes. Elle protège temporairement la personne, mais nuit à long terme à son bien-être. Là, c'est totalement ça. On est bien d'accord. Ah, il y a un commentaire dans le chat de la part de Virginie qui dit dans certaines entreprises, il y a de la sensibilisation au burn-out pour les managers qui peut parfois mettre des managers en difficulté. Sentiment d'être responsable s'il y a du burn-out dans son équipe. Il est important de les aider à accompagner et pas seulement les culpabiliser. Ben oui, Et pas bien sûr, seulement, pardon. bien sûr que ce sont des accompagnants
et que s'ils n'y sont pas formés, l'objectif n'étant pas de les pointer du doigt en tant que coupables ou de les accuser de quoi que ce soit, mais bien au contraire d'ouvrir en fait l'accompagnement aussi bien au salarié qui est en souffrance qu'au manager, voire à l'équipe, parce que c'est toute une cellule au sens large, hein, c'est comme la famille, il ne faut pas se leurrer, hein, quand il y en a un dans l'équipe qui ne va pas bien, forcément ça a un impact sur les autres, bien sûr. Merci pour le commentaire, Virginie. Là, je vais vous laisser. Merci beaucoup. Merci pour l'organisation de cette belle initiative. Merci à toi. Merci à toi, Laure. Ok. Il y avait une question qui avait été aussi posée à Camille. C'était... Bonjour Camille, pardon, bienvenue. Bonjour. Merci. Merci à toi. Camille, la question qui t'avait été posée, il y avait deux questions, une pour toi, une pour Virginie, mais on va commencer par la tienne. Par quoi commencer quand on veut reprendre soin de son corps, mais qu'on n'a plus d'énergie? Oui, alors effectivement, je trouve que quand on n'a pas d'énergie, c'est particulier parce qu'il y a vraiment, voilà, il y a différentes phases. On voit bien, je pense que ce qui est primordial surtout, c'est de s'enlever, enfin, on l'a un peu dit hein, pendant cette clôture du sommet, mais de se laisser tranquille aussi et d'accepter de pas devoir faire des choses. En fait, il y a vraiment, je trouve, cette notion de faire. L'idée, c'est vraiment de pouvoir se reposer, récupérer de l'énergie et faire vraiment petit pas par petit pas. Très souvent, là, on avait un peu échangé, on parlait de 10 minutes de marche, mais en fait, même pas. Des fois, juste mettre son manteau, c'est épuisant. Donc voilà, juste même des fois, sortir sur son balcon, prendre le soleil, juste s'asseoir dehors, c'est déjà un petit pas et un petit pas qui sera validé. Puis le lendemain, on mettra son manteau, on ira juste sur le seuil de sa porte et voilà, troisième jour, on ira marcher 1 minute. Je pense qu'il faut vraiment se mettre des tout petits objectifs aussi atteignables, puisqu'effectivement, on n'a vraiment pas d'énergie. Il y a vraiment aussi la notion, en tant que naturopathe, on voit beaucoup aussi la notion de l'alimentation. Donc manger des choses qui sont chaudes, qui sont, voilà, un peu bannir l'alimentation pro-inflammatoire, les plats tout préparés, les fast-food, même si c'est pas évident quand on n'est pas bien, mais peut-être des soupes, des choses qui sont réconfortantes et qui sont reminéralisants aussi pour l'organisme. Dormir, respirer aussi, l'importance de la respiration. Alors Yves-Vincent Davro, qui a des rangs chez Burnout Pro, pourrait mieux en parler aussi avec la respithérapie. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est fondamental. Notre corps, il a besoin de nourriture et de respirer en fait. Donc voilà, pour redonner un souffle aussi aux cellules. Donc on peut le faire, soit aujourd'hui, on a accès à plein de choses. Il y a YouTube, il y a des plateformes comme Petit Bambou, Respirelax où ça permet vraiment de prendre le temps de respirer et puis d'être guidé pour ça. Je pense qu'aussi ce qui est important, c'est de pouvoir faire appel aussi à quelqu'un, que ce soit soit ses amis, sa famille. Des fois, on n'a malheureusement pas de proches autour de soi. Ça peut être le médecin traitant, ça peut être une psychologue ou après tout, enfin voilà, les professionnels bien sûr. Mais des fois, c'est souvent aussi difficile de prendre rendez-vous avec des professionnels. Donc déjà commencer par en parler autour de soi. Puis après, ouais, et puis après se faire accompagner par des professionnels. On a parlé de tous les collectifs qui existent. Burnout Pro, bien sûr, où on a tous les professionnels qui sont formés et sécurisés sur cette plateforme. Voilà, le médecin traitant. Là, on fait des partenariats aussi avec des kinés. Les kinés sont sensibles à la souffrance aussi. Donc, pas hésiter à en parler à son kiné, à son dentiste, à son médecin. Enfin, voilà, ils pourront les rediriger. Et se dire qu'ils sont pas seuls en fait ces personnes-là aussi. Bien se souvenir que voilà, on n'est pas seul, c'est pas les seuls à traverser ça, et il y a des solutions. Même si pour le moment on voit pas parce que c'est comme on en a parlé pendant le sommet, mais on voit un peu le ciel tout noir et c'est compréhensible. Mais il y aura le soleil aussi qui est derrière, donc voilà, s'accrocher aussi à ça et petit pas par petit pas. Merci Voilà. beaucoup Camille, c'est tellement ça. Et oui, le kiné est bien placé parce qu'en règle générale, quand on est dans cet état, on a beaucoup de problématiques de maux de tête, de problèmes de cervical, de dos, de hanches, enfin bon, il y a tout qui a crié au secours. Tout est en mauvais état là-dedans et on peut effectivement faire appel au kiné, on peut demander au médecin généraliste de nous prescrire des séances de kiné et il est le premier effectivement à nous faire constater à quel point effectivement dès qu'on commence à toucher même de façon très douce, à quel point ça peut être douloureux. Donc oui, ne pas hésiter, hein, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup d'accompagnants autour du burn-out. Donc
Ouais, puis on essaie vachement de sensibiliser les kinés aussi parce que on voit qu'ils se sentent seuls face à ces personnes qui sont en difficulté. Ils n'ont pas de formation spécifique à la santé mentale, mais ils reçoivent beaucoup de personnes avec des troubles musculo-squelettiques, en épuisement. Ils vont rapidement se confier à eux aussi. C'est vraiment un espace où d'échange et de bienveillance. Donc voilà, nous on essaie vraiment aussi de collaborer avec les kinés parce que bah pour pouvoir eux qui puissent reléguer aussi derrière parce qu'ils peuvent pas porter ça seuls, être formés et puis mieux prendre en charge en fait aussi ces troubles-là. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de reconnaissance par rapport à ça. La kiné qui m'a prise en charge sur ma commune a été d'une extrême finesse. Mm. Parce qu'évidemment, je ne suis pas arrivée en disant que j'étais en burn-out, je suis arrivée en disant que j'avais des problèmes de cervical. Sauf que quand elle a voulu commencer à me faire travailler, c'était juste impossible, tellement c'était inflammé, et puis tellement c'était douloureux de toute façon, parce que même une fois l'inflammation passée, la douleur persiste. Euh, et du coup, on a commencé, avant de travailler, on a commencé par du massage, par de la détente. Voilà, et enfin, moi, c'est ce qui m'a permis en tout premier lieu, de me reconnecter à mon corps. C'est par elle, c'est grâce à elle que vraiment je suis re-rentrée en connexion avec mon corps. Parce que moi, quand je me touchais, forcément, j'avais pas mal. Par contre, dès que quelqu'un d'autre ne faisait que m'effleurer, mais je sentais à quel point mon corps était en souffrance. Ça a été terrible. Cette découverte, elle a vraiment été terrible pour moi. Donc, ils sont d'une grande aide et d'une grande écoute. C'est très précieux. Donc, ouais, merci beaucoup. Merci, Camille. J'avais posé une question à Virginie et elle m'a répondu par mail. La question, c'était pourquoi c'est si difficile de se faire entendre au travail quand on sent qu'on flanche? Et la réponse, c'était, alors il y avait plusieurs points de réponse. Et le premier, c'était, alors il existe tout d'abord deux biais, nous dit Virginie Thion. Elle nous dit le biais de normalisation. Si la personne continue à travailler, c'est que ça va. En général, voilà, on s'en arrête là. Les collègues et managers interprètent souvent la situation à travers ce qu'ils voient. La personne est présente, elle fait encore son travail, elle ne s'effondre pas. Le cerveau comble les blancs en supposant que ça va à peu près. C'est un mécanisme automatique de protection. On préfère croire que tout est normal. Oui, c'est-à-dire que du coup, même l'entourage professionnel a des difficultés avec ça, hein. Le biais d'optimisme, alors là, c'est elle va rebondir comme d'habitude. Quand quelqu'un est habituellement solide, fiable, performant, l'entourage a du mal à imaginer qu'il puisse s'effondrer. On projette son image habituelle sur la situation actuelle. De plus, la détresse psychique est peu visible et souvent silencieuse. Contrairement à une blessure physique, l'épuisement ou l'angoisse ne se voit pas. C'est vrai que parfois on se dit qu'il vaut mieux avoir un bras cassé, hein. Les signaux sont subtils, moins de participation, irritabilité, lenteur, retrait. Beaucoup ne savent pas les reconnaître ou les interprètent comme un manque d'engagement. Ensuite, il y a la peur de mal faire. Beaucoup de collègues se disent « je ne veux pas être intrusif, ça n'est pas mon rôle, je ne veux pas ouvrir une boîte de Pandore que je ne saurais pas gérer ». Cette hésitation engendre l'inaction. Il faut aussi prendre en considération que la personne en détresse masque souvent ses signaux, soit par la loyauté, soit par peur du jugement ou par réflexe professionnel. Elle continue à sourire, elle continue à dire que ça va bien, elle minimise et elle tient. Les autres prennent ces signaux au premier degré. Autre raison à envisager, la surcharge des autres. Chacun est absorbé par ses propres contraintes. Dans les environnements tendus, les collègues sont eux-mêmes sous pression. Ils n'ont pas toujours l'espace mental pour percevoir la détresse d'autrui. Ce n'est pas un manque d'empathie, mais un manque de disponibilité psychique. Et puis, les managers ne sont pas toujours formés à repérer ou accueillir la détresse. Beaucoup craignent de mal réagir, de ne pas avoir de solution, d'être responsables ensuite ou de créer un précédent. Ils peuvent donc minimiser, rationaliser ou détourner la conversation. La détresse d'un collègue confronte les autres à leur propre vulnérabilité. Voir quelqu'un flancher rappelle que cela pourrait aussi leur arriver. Pour se protéger, certains préfèrent ne pas voir, ne pas entendre et ne pas s'impliquer. Les normes implicites de l'équipe découragent l'expression de la fragilité. Dans certaines cultures de travail, on apprend à tenir, on apprend à ne pas se plaindre, on apprend aussi à être
professionnel. Quand la norme est la retenue, la détresse devient inaudible. Enfin, les signaux faibles ne sont malheureusement pas interprétés comme un appel à l'aide. Un changement de ton, un retard, une baisse d'énergie, les autres voient le signe, mais pas le sens. Ils ne font pas le lien avec une souffrance réelle. Conclusion, il ne faut pas rester seul. Il est important de pouvoir en parler avec les services de santé, médecins généralistes, médecins du travail et les professionnels du réseau. Merci pour votre question qui souligne l'importance de sensibiliser et de former les entreprises. Ouais, effectivement, c'est une réponse super complète que nous a fournie Virginie. Et effectivement, c'est le nerf de la difficulté vraiment en entreprise. C'est très, très, très délicat, vraiment. On avait également sur la déconnexion numérique une question qui avait été posée à Cécile Simonin. Et la question, c'était comment on peut faire pour se détacher de son téléphone quand on travaille avec? Et du coup, la réponse était, il faudrait travailler plutôt sur l'ordinateur, sachant, parce qu'elle donne cette réponse en disant qu'effectivement, il lui serait bénéfique d'avoir plus de contexte. Mais évidemment, plus de contexte, c'est pas toujours évident. Donc, sa réponse, c'est travailler plutôt sur l'ordinateur, sachant que des applications comme WhatsApp et Telegram sont disponibles sur PC et Mac. Si publier sur les réseaux sociaux fait partie de ton travail, alors avant d'y aller, sois clair sur ton intention. Par exemple, j'y vais pour poster et pas pour regarder. J'y vais pour commenter, répondre aux commentaires, pas pour scroller. Enfin, tu peux aussi lancer un chrono à chaque fois que tu vas sur les réseaux. Par exemple, mettre 5 minutes et t'engager à fermer l'appli dès que le minuteur sonne. Voilà. Et elle espère bien évidemment que ça aidera. Et il y avait également une question de la part une participante et elle était adressée, que je retrouve, elle était adressée à... Où est-ce qu'elle est? Elle était adressée à Hélène Lemaître. Et la question, c'est, j'ai la tête pleine, j'arrive plus à penser, comment on fait pour alléger la charge mentale? Et la deuxième question qui suivait juste derrière, c'était comment faire comprendre à mon entourage que je ne peux plus tout gérer? Donc, la réponse à la première question, c'est la charge mentale vient en partie de boucles qui ne sont pas fermées dans notre cerveau. Ce sont un peu comme des onglets Internet qui sont tous ouverts en même temps et cela crée ce sentiment de surcharge. Ce qui peut être intéressant, c'est de tout lister, soit sur un papier ou sur un enregistrement vocal, peu importe le support, tant que cela est facile pour soi. Pour chaque élément de la liste, on va prendre une décision. Soit je fais la chose maintenant, si l'action prend 2 minutes ou moins, la faire immédiatement soulage tout de suite l'esprit, la boucle est fermée. Soit je demande de l'aide à quelqu'un pour la faire pour moi. Je délègue et la boucle est fermée dans mon esprit car la responsabilité de l'action est transférée. Soit je décide de la planifier à une date donnée. La boucle est alors bouclée pour cette action car je sais que j'ai pris la décision de la décaler. Et enfin, soit je décide que ça n'a aucun intérêt, que ça n'apporte rien, alors je fais le choix de ne pas le faire. Mon cerveau boucle cette action car le choix de l'abandon de la tâche est pris. Effectivement, tout part toujours de la décision. En deuxième point, je dirais que parfois, même si cela semble contre-intuitif, prendre un peu de distance permet de revenir dans de meilleures conditions. Dans ces moments-là, moi, je pars marcher dans la nature, le mouvement aide à éclaircir son esprit et à prendre des décisions par la suite. C'est quand on laisse de l'espace au cerveau qu'il décide de repartir sur des bases plus saines. Le mouvement est un très bon moyen de s'oxygéner le cerveau et la nature permet de se reconnecter à autre chose qu'à notre problématique actuelle. On arrive à prendre de la distance. Mes 2 actions phares sont donc vider sa tête littéralement sur le papier et prendre les décisions que tout ce qui est
et prendre les décisions de tout ce qui est en suspens. Et la deuxième action phare, c'est faire un break, un moment plaisir qui reconnecte au corps, au mouvement et à l'environnement. Et la deuxième question pour Hélène, c'était comment faire comprendre à mon entourage que je ne peux plus tout gérer. Donc sa réponse, c'est je pense que la communication est hyper importante dans ce cas-là. On peut s'appuyer sur les principes de la communication non violente, c'est-à-dire en exprimant tout simplement notre besoin. Dire voilà, je n'y arrive plus, je me sens épuisée, je me sens dépassée, je n'ai plus d'énergie, j'ai besoin que tu m'aides, car sinon je sens que je vais exploser. C'est très bien formulé. Merci beaucoup Hélène. Vous pouvez dire concrètement à la personne comment elle va pouvoir vous aider. Par exemple, en s'occupant du linge, ou alors gérer le transport des enfants pour l'école, ou les activités extrascolaires, ou faire la paperasse, ou les courses, etc., etc. Parce que bien évidemment, ce n'est pas parce que vous êtes en arrêt à la maison que c'est à vous que vont incomber toutes ces tâches. Ça ne va pas être possible. La plupart du temps, ce n'est pas que les gens ne veulent pas aider, c'est que petit 1, ils ne se rendent pas compte de comment on se sent. Petit 2, ils ne savent pas concrètement comment aider. Si on leur exprime clairement dans quelle mesure ils peuvent nous apporter du soutien, ils le feront pour la plupart très volontiers. Tout à fait. Je crois que le plus difficile est de se lancer à parler, mais une fois qu'on le fait, cela se fait de plus en plus facilement. Et n'hésitez pas à le faire de la manière qui vous parle le plus. Moment privilégié en tête-à-tête, par exemple, ou alors réunion de famille, ou alors par écrit, ou alors avec des dessins pour illustrer votre charge mentale. On peut utiliser une échelle aussi pour quantifier notre niveau de charge mentale, de mal-être, pour faire comprendre notre souffrance, car parfois certains mots sont abstraits, alors que des chiffres seront beaucoup plus parlants. Dire par exemple que sur une échelle de 1 à 10, je me sens à 9 en termes de charge mentale, voire à 15, et que je n'y arrive plus, et que votre objectif serait de redescendre à 5 par exemple. Et pour redescendre à 5, il faut que les personnes en face puissent faire telle ou telle action, prendre la responsabilité de tel ou tel domaine. Je crois que l'important est de n'accuser personne, car tout le monde essaie de faire de son mieux avec les outils et possibilités qu'il a à l'instant T. Son action phare, Hélène précise, exprimez ce que vous ressentez sans accuser les autres et exprimez concrètement comment ils peuvent vous soulager, par quelles actions concrètes. Merci beaucoup Hélène, parce que effectivement c'est plus que complet. Merci beaucoup pour tes réponses et je vous invite vraiment, si vous n'arrivez pas à ouvrir la communication, eh bien peut-être à faire écouter un petit morceau de cette vidéo, notamment ce que je viens de lire, qui a été écrit par Hélène Lemaître, voire même toute la vidéo entièrement, si ça arrange, mais dans tous les cas, je pense que ça peut aussi être un bon outil pour ouvrir la communication. Voilà. En ce qui concerne les questions des intervenants du sommet, je crois qu'on en a fait le tour. Merci infiniment pour votre participation et puis surtout aussi pour le temps que vous avez pris à écouter ce live de clôture, parce que finalement, il était effectivement juste passionnant, mais il était aussi long et je sais que vous êtes fatigués. La semaine a été assez chargée, donc voilà, merci beaucoup d'être resté jusque-là. Merci aussi d'avoir eu le courage et d'avoir eu le cœur ouvert, d'avoir aussi ouvert votre esprit, ouvert votre vécu pendant ces quelques jours. Merci vraiment d'avoir cliqué, de vous être inscrit, d'avoir écouté, d'avoir partagé, d'avoir résisté aussi parfois, d'avoir pleuré souvent aussi, et puis d'avoir compris surtout que ce sommet, c'était bien plus qu'une série de vidéos, c'était vraiment un espace pour penser autrement, c'était un espace aussi pour ressentir plus juste, pour oser imaginer une autre vie après l'épuisement, parce que c'est ça qui vous attend quand vous aurez fait le choix de vous faire accompagner, c'est une autre vie qui vous attend. Et c'est un vrai message d'espoir, honnête et sincère. Il n'est pas question de repartir comme avant, ça c'est net, on l'a compris. Le burn-out, ce n'est pas une parenthèse à refermer vite fait.
C'est vraiment un point de rupture, c'est un cri intérieur, c'est un appel à une autre manière de vivre. Et vous y avez répondu en vous inscrivant à ce sommet, vous y avez répondu avec courage, avec dignité, avec vulnérabilité aussi. Les messages que j'ai pu lire et que vous nous avez partagés dans le groupe WhatsApp le prouvent. Donc, merci aussi pour toute cette sensibilité et cette vulnérabilité que vous avez déposée pendant cette semaine. Je suis vraiment très fière, vraiment, vraiment profondément fière d'avoir tenu cet espace pour vous et avec vous. J'ai été très fière aussi de pouvoir vous servir pendant cette semaine. Euh, je vous souhaite maintenant de vraiment de prendre soin de ce que vous êtes allé réveiller grâce à ce sommet et grâce à ces déclics. Donc, prenez soin de votre élan. Prenez soin aussi de vos résistances parce que quand votre corps va vous dire on y va, votre tête va vous dire on n'y va pas. Donc prenez soin aussi de vos élans, écoutez-les, écoutez votre corps, prenez soin de votre résistance et surtout posez une action. Pas une, pas 10, pas 12, une seule, une vraie. Parce que ce sommet, c'est pas, encore une fois, une série Netflix et parce que aucune transformation ne peut naître sans mouvement. Donc voilà, il faut que ça en passe par là. Donc si vous avez senti qu'il est temps, si votre corps est allé de l'avant, même si votre tête elle est en panique, hein, parce que voilà, c'est clair, votre tête elle va encore être en panique, même si votre voix elle tremble encore un petit peu quand vous avez besoin d'en parler, et même si votre mental il est super fort, il vous dit non, 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 si votre corps vous dit oui, 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 croyez bien votre corps, c'est que c'est le bon moment pour vous. D'accord? Euh, et si c'est le bon moment pour vous, bah, venez me parler, comme d'habitude. Vous allez retrouver le lien sous la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas que vous avez le droit de changer de vie. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Voilà, je serai là pour vous accueillir, je serai là pour vous écouter et vous servir. Donc, et, et gardez en tête aussi que je serai là pour vous aider à franchir le cap. Donc, vraiment du fond du cœur, merci d'avoir fait ce sommet, euh, un espace incarné, un espace vivant, un espace vibrant. Voilà, merci pour aussi tout ce que vous, en tant que participants et participantes, avez réussi à faire de ce sommet. Voilà, je vous embrasse très, très fort et très sincèrement et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vais jeter un petit coup d'œil dans le chat pour voir s'il y aurait eu des messages auxquels je n'aurais pas pu répondre. Et si vous souhaitez ouvrir votre micro et poser des questions, surtout n'hésitez pas. Bien le bonjour, y aurait-il un replay SVP? Je n'ai pas pu être là à temps. Oui, il va y avoir un replay. Ce sera le même lien et qui sera disponible comme d'habitude et vous pourrez le retrouver par le biais du guide du participant. Donc voilà, Mimi, pas de souci, le replay sera disponible. Et l'ensemble, information que j'ai donnée au début du live de clôture, l'ensemble pour des raisons de problématiques techniques rencontrées par certains participants et participantes, font que du coup les vidéos sont accessibles jusqu'à dimanche après-midi. Voilà. Ne courez pas pour regarder toutes les vidéos si vous n'avez pas pu, parce que ce n'est pas l'objet, encore une fois, mais si vous avez rencontré des difficultés techniques, voilà, j'espère que ça vous permettra de pouvoir regarder les vidéos qui sont les plus importantes pour vous. L'objectif, encore une fois, n'était pas de tout regarder, mais de choisir. Merci beaucoup Eugénie pour toutes les vidéos et interviews et ta bienveillance également. Merci à toi Mimi. Marie qui dit merci Eugénie pour tout ton sourire, tes explications, l'organisation de ce sommet. Merci beaucoup Marie-Sou, ça me va droit au cœur. Et également, peut-on toujours demander et prendre un rendez-vous? Oui, alors effectivement, merci de poser la question, Mimi, parce que j'ai regardé ce matin et j'ai vu qu'il en restait plus beaucoup. Donc, j'en ai ouvert quelques-uns pour la semaine prochaine. Donc, il en reste encore quelques-uns pour la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et si jamais, au moment où vous souhaitiez prendre rendez-vous, il n'y en avait plus, n'hésitez pas à m'envoyer un message et on trouvera un créneau ensemble. Merci pour cette bouffée d'oxygène, mais avec grand plaisir, vraiment. Si moi j'avais pu avoir ça quand j'ai fait mon propre burn-out, j'aurais été la femme la plus heureuse du monde. Donc si j'ai pu apporter ça à certains et certaines d'entre vous, vraiment, le job il est fait. Merci beaucoup. J'ai une petite question sur mon cas. Comment se retrouver des choses qui nous donnent de l'énergie quand on ne s'est pas priorisé avant? Il faut commencer, Mimi, par les choses les plus basiques.
c'est-à-dire par les choses, peut-être que vous avez oublié, les choses qui enfant vous faisaient du bien, les choses qui en tant qu'adulte avant votre burn-out vous faisaient du bien, mais qui aujourd'hui ne sont peut-être plus dans votre mémoire. Donc n'hésitez pas à faire appel à vos proches pour qu'ils essaient de vous rafraîchir la mémoire, pour qu'ils essaient de vous rappeler finalement quels sont les beaux moments, les beaux et les bons moments que vous avez eus et qui vous ont fait du bien pour que la mémoire vous revienne. Parce que quand on est encore sous la couette en train de pleurer, c'est pas facile de se rappeler ces moments-là. La priorité des priorités, c'est de retrouver la joie. D'accord? La joie et le plaisir. Votre corps ne se réanimera pas sans ça. C'est la raison pour laquelle tout le sommet est basé sur la compréhension de comprendre que la priorité, c'est de se reconnecter à son corps. Voilà. Et sinon, n'hésitez pas, si je peux vous aider, prenez rendez-vous et on en parlera. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. J'ai l'impression de ne pas me connaître assez pour retrouver ces sas de décompression. Je vous confirme, quand on arrive au burn-out, la première constatation, c'est bien souvent qu'on croyait tout contrôler, tout maîtriser, alors qu'en fait, dans la vraie vie, on ne contrôle rien et on ne maîtrise rien, et qu'on ne se connaît pas. Parce que moi, je me suis posé cette question des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois, mais comment j'ai fait pour en arriver là? Comment j'ai fait pour ne rien voir arriver? Voilà, donc je confirme, on ne se connaît pas. Voilà. En revanche, lorsque vous aurez décidé de vous faire accompagner, et si je peux le faire avec vous, j'en serai très honorée, vous allez prendre le chemin qui va vous permettre de commencer enfin à savoir qui vous êtes. Voilà. Donc la version de vous qui a eu jusqu'à aujourd'hui la maladie du don, donc celle qui donne sans savoir recevoir, eh bien cette partie-là, on va la garder bien évidemment, parce que c'est elle qui a beaucoup, 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 beaucoup de connaissances sur vous, mais on va laisser la place, on va laisser émerger la partie de vous qui est là depuis toujours, mais qui n'a jamais eu le droit d'exister. C'est cette partie-là qu'on va aller chercher dans l'accompagnement. Voilà. Eh bien, il n'y a plus de questions dans le chat. C'était les dernières questions de Mimi. Donc, n'ayant plus de questions dans le chat, je vais vous laisser avec grand regret, parce que moi aussi, je ferme les portes de ce sommet avec beaucoup d'émotion, mais avec également beaucoup, beaucoup de gratitude et de compassion pour tous les échanges que j'ai pu avoir par WhatsApp, par mail et par téléphone. Donc, vraiment, vraiment, merci infiniment pour tout ce que vous m'avez offert, pour tout ce que vous m'avez appris, parce que je continue à apprendre chaque jour avec vous, et je suis très heureuse de ce que déjà j'ai pu, moi, vous donner. Voilà. Au plaisir de pouvoir vous offrir encore et de pouvoir vous servir toujours. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Merci pour les petits cœurs.